L'argent que tu stagnais sur ton livret A net d'inflation, bah, tu perdais de l'argent. On peut créer notre richesse en toute autonomie. Si tu veux de la performance, tu prends Apple, tu prends pas le S&P 500, quoi. En tout cas, c'est un business, quoi. Parce que dès que tu as une C'est note clair. ESG, il y a de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir vert, entre guillemets. Bon, malgré que je trouve que l'ESG, des fois, c'est du greenwashing un petit peu, c'est-à-dire qu'ils mettent tout et n'importe quoi. Salut Sony, merci beaucoup de me faire l'honneur du coup d'intervenir dans ce podcast. Comment vas-tu? Bah, merci à toi et merci à toi pour ton invitation et oui, je vais très bien, je te remercie. Le séquoia continue de grandir avec Ouais, patience et avec, abnégation, mais oui, ça va très, très bien. Alors, merci. super. Bah, écoute, ça va être intéressant de parler justement de ce séquoia parce que je pense que la taille de ton séquoia par rapport au mien n'est pas la même, mais c'est ça qui va être intéressant. Et je pense d'ailleurs, tu me corrigeras si je me trompe, mais je t'ai contacté aussi parce que je pense que je te suis presque depuis le début. Je pense qu'on a dû se lancer à peu près dans la même période de temps sur les réseaux Mmh. sociaux à partager notre connaissance. Je sais que moi, j'ai commencé vers, fin peut-être début 2022, fin 2021, dans ces eaux-là. Il me Ouais. semble que je t'ai connu, en tout cas, sur les plateformes à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu t'étais lancé avant et je crois que sur YouTube, on s'était lancé à peu près dans les mêmes eaux parce que je me souviens, j'aimais bien me comparer à toi un petit peu. Je savais qu'on était dans la même niche et vu que je te suivais déjà sur Instagram et du coup, c'est dans ces eaux-là que tu t'es lancé, non? Si je dis pas de bêtises? Alors, je me suis lancé, si je me trompe pas, il y a eu 2 périodes de temps. Quand j'ai commencé Sequoia, c'était en 2020, donc début 2020. Et en fin de Ouais, compte, il y a eu un trou d'air. C'est-à-dire qu'en 2020, je me suis lancé, j'ai vu que j'avais pas les bonnes stratégies sur Instagram. Donc en fin de compte, je me suis arrêté et avec une autre stratégie un peu plus fondée sur Instagram, j'ai pu me lancer un peu plus sereinement avec les bonnes bases, et cetera, les bonnes strats. Et c'est là qu'ensuite j'ai repris, je crois que c'était en fait, je me suis lancé en 2019, je crois, le compte. Et ensuite, début 2020, donc j'ai arrêté. Et ensuite, en avril, je crois que c'était avril 2020, où j'ai vraiment relancé le compte et ça a fonctionné avec les bonnes strats, comme je t'ai expliqué. Et là, donc, ça a bien marché en 2021, 2022, la bourse, de toute façon, de manière générale. ouais, Il y c'est a clair. eu, ce que je raconte souvent, c'est que sur Instagram, on a eu une bulle algorithmique qui s'est passée en 2020-2021. C'est-à-dire que tout le monde s'intéressait à la bourse. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu l'épargne des Français qui n'arrêtait pas de grandir. Forcément, comme on était enfermés chez nous, on pouvait moins dépenser. Donc, l'épargne des consommateurs stagnait beaucoup sur le livret A ou sur des ou sur des comptes bancaires traditionnels, basiques. Et je pense qu'à partir de là, tu vois, ont commencé à se renseigner là-dessus. Et pour aider donc alors humblement, hein, pour éduquer donc la majorité des Français à investir en bourse, c'est là que j'ai créé du coup Sequoia. Ouais, Donc, est-ce que OK, tu veux que je ouais. rentre un peu plus dans le détail? Pourquoi est-ce que le Sequoia est On né? pourra rentrer un peu après. Je pense que les gens veulent d'abord qu'on partage notre parcours bourse, mais de toute Bien façon, le sûr. but, c'est qu'aussi on voit la partie business qu'on voit un petit peu moins sur, les réseaux sociaux forcément. Mm. Mais du coup, tu lances, un petit peu ta chaîne, tes réseaux, comme tu as dit 2020, puis après 2021-2022, ça explose. Là-dessus, tu as pris un meilleur parti que moi parce que moi, je me suis lancé un chouïa plus tard. Donc j'ai pris la fin du train, tu sais, La fin de de la vague un cette peu. montée donc j'ai connu quand même, une bonne vélocité. Après, ça s'est abaissé, même si maintenant ça reprend bien quand même. Mais du coup, avant de te lancer là-dedans, j'imagine que ça faisait déjà un petit temps que tu investissais de ton côté, ou que tu connaissais, la bourse Mm. ou autre. Comment, de ton côté, tu es tombé tout simplement dans la finance, dans la bourse qui, théoriquement, si on compare à tous les Français, c'est pas quelque chose qui est très commun, on va dire, dans ce pays? Alors, comment est-ce que je suis tombé dedans? Comment est-ce que je suis tombé dans la marmite de l'investissement? C'est avec ma première école. Alors, je vais t'expliquer, j'ai deux écoles, si tu veux, dans mes business. J'ai une école qui est plutôt orientée sur aider les étudiants à passer un concours pour devenir enseignant. OK. Et à partir de là, donc bien sûr, en complément, lorsque je travaillais aussi en parallèle avec mon métier d'enseignant, j'arrivais donc à me générer un certain capital, un certain salaire, donc j'arrivais à épargner, chaque mois. Donc on a tous commencé par là. J'ai commencé par le livret A. Sauf qu'après, tu apprends que le livret A, en fin de compte, ne couvre pas tant que ça l'inflation, surtout que le Tout à pourcentage du fait. livret A, je crois avant, il était à combien? Il était à 0,75, un truc Ouais, comme c'est ça, il me ça. Il semble. était très, très faible et je crois que l'inflation tournait autour de 1% en France. Enfin, la moyenne, en gros, en France, c'est 2%. Donc, en C'est gros, ça. j'ai appris qu'en fin de compte, bah, l'argent que tu stagnais sur ton livret A net d'inflation, bah, tu perdais de l'argent. Enfin, tu perds pas de l'argent, mais tu perds en pouvoir d'achat. Si tu veux, tu as toujours la même Tout à somme, mais fait. comme
le prix des services et des biens augmente chaque année, forcément, bah, tu perds en capacité d'achat, quoi. Tu perds de plus en plus. Tout devient de plus en plus cher. Et à partir de là, donc, j'ai commencé à me renseigner justement sur l'investissement parce que bon, le livret A était chargé, était complet. Donc à un moment C'est bien, donné, je me oui. suis dit: «Bah, attends, il y a quelque chose quand même à faire» et c'est là que je me suis renseigné donc sur les différents types d'investissements. Premièrement, je me suis renseigné sur l'immobilier, sauf qu'en fin de compte, j'ai vu que l'immobilier, c'était plus complexe. En gros, ça demandait beaucoup plus d'efforts et comme j'avais, une école en parallèle et plus j'avais mon métier d'enseignant, je me suis dit: «Attends, j'ai pas le temps de faire tout ça. Comment est-ce que je peux concilier, mon travail, mon salaire, ma deuxième école, donc mon deuxième business et investir?» Et donc c'est là que je me suis intéressé en fin de compte sur l'investissement en bourse et notamment sur les actions à dividendes, et c'est comme ça qu'est venu ensuite progressivement mes différents investissements. OK, c'est intéressant. On n'a pas du tout le même parcours, je pense, sur l'approche de la bourse et j'ai une anecdote à propos du livret A qui est assez marrante. Mmh. Simplement, quand j'étais au lycée, j'ai fait bac ES, donc je parle de l'ancienne avant qu'il y ait la réforme, des troncs communs, enfin tout ça et j'avais une prof du coup de SES, donc sciences économiques et sociales et Mmh. qui nous, une fois, enfin elle parlait, des investissements, placements ou autres et moi j'étais déjà un petit peu dans cette phase de comprendre la bourse, comprendre où placer son argent, comprendre Mmh. l'inflation et cetera. Je reviendrai dessus après. Et en fait, d'un coup, elle nous dit, en fait, c'est bien le livret A parce que vous gagnez de l'argent chaque année en plaçant votre argent là. Et je me dis, elle s'est même pas expliqué à des élèves, du coup, on était en première, je crois, ou terminale, à des élèves de première en terminale que oui, on gagne peut-être sur le papier de l'argent, mais on prend pas en compte l'inflation. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que même moi, je me dis, mais c'est une hérésie de dire ça, que tu gagnes de Ouais. l'argent. En plus, j'étais contente, tu vois, de dire ça dans le sens, c'est bien, on gagne de l'argent, on fait fructifier et tout. Et j'étais là, bon, c'est un petit peu bizarre. Mais du coup, pour revenir, moi, sur la façon dont j'ai connu la bourse, je pense que c'est pas du tout la même chose. Parce que toi, du coup, tu as des personnes de ta famille qui investissent ou tu es vraiment le seul? Pas du tout, je suis le seul. Mmh. Ok. Moi, c'est là où ça va changer de mon côté. En fait, à la base, je suis belge et j'habite en France maintenant avec mes parents, mais j'ai toute ma famille en Belgique. Et mes deux grands-pères sont entrepreneurs. Mon père est entrepreneur aussi. Mmh. Et c'est du côté de mon grand-père, en fait, il a investi depuis qu'il était très jeune, vers 30, 40 ans, si tu veux, en fait. Et parce qu'il avait monté une entreprise de menuiserie en Belgique et il a réussi quand même. Il avait plusieurs employés, ça marchait très bien. Mais pourtant, il a arrêté l'école à 6, 7 ans, je crois. Enfin, ça, tu sais, c'est l'époque de nos grands-parents, c'est souvent comme ça. Mmh. Et quand tu es petit, tu sais, tu demandes souvent la question à tes parents: «Beh, qu'est-ce que font, papy, mamie, pour travailler?» Et quand ta maman te répond: «Bah, là, en ce moment, papy, beh, il a plus besoin de travailler, il gagne de l'argent sans rien faire». Tu te Tu es là à renseignes. 12 ans, tu te dis: Mmh. «C'est qu'il y a un problème là. Tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que je vois de partout, c'est pas la vérité. Enfin, c'est la vérité, mais c'est pas le seul chemin». Et donc après, tu poses 3000 questions à ton grand-père parce que tu es petit, déjà, tu poses des questions de base, mais là, tu es encore plus curieux sur un sujet que théoriquement tu ne devrais pas parce que personne ne parle de finance à 10, 12 ans à son grand-père. Et il me disait, non, mais tu es trop jeune pour comprendre, laisse tomber, arrête de me poser les questions parce que là, tu vas m'emmêler les pinceaux. Et donc, j'ai eu de la chance, je laisse un peu couler, tu vois, mais toujours avec cette idée dans la tête que tiens, c'est possible, il y a une autre possibilité. J'arrive au collège, YouTube arrive, qu'est-ce que je fais? Je commence à regarder des vidéos de la bourse et je comprends vers 13, 14 ans réellement comment les choses marchent et depuis, j'ai jamais lâché. Mon plus gros regret, tu vois, c'était pas d'avoir 18 ans parce qu'il y en a, ils veulent 18 ans pour sortir en boîte, avoir leur voiture et faire n'importe quoi. Moi, je disais à mes parents: «Je veux 18 ans, comme ça j'investis et je crée mon entreprise» et à l'âge de 15 ans, c'était déjà comme ça. Donc ça, c'est drôle parce qu'on n'a pas du tout le même parcours, mais du coup, ça, justement, ça rebondit sur une question que j'avais également, c'est que toi, du coup, l'investissement n'est pas venu, enfin, si, il est venu de toi, mais dans le sens, c'est pas venu non plus d'une passion comme moi je pouvais avoir de curiosité ou autre. Toi, c'est plus venu d'un fait que tu n'avais pas forcément de place sur un livret A et que tu n'as pas voulu mettre sur d'autres livrets. Est-ce que toi, tu vois l'investissement uniquement comme monétaire et faire fructifier ou vraiment est-ce que tu as un attrait aussi passion à côté? C'est-à-dire que tu as envie de décortiquer des bilans financiers, pour certains, ça peut paraître comme une hérésie, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est une passion. Donc toi, est-ce que c'est un juste milieu? Est-ce que c'est vraiment juste profiter Mmh. du système, enfin pas du système, mais des règles du jeu? Alors en fait, la passion, je pense qu'elle vient de quelque chose de beaucoup plus interne, à moi-même, c'est-à-dire de ma personnalité. C'est-à-dire que, de mon passé d'enseignant, j'ai toujours aimé
transmettre en fin de compte certaines valeurs et certaines choses aux gens que je côtoie, aux gens que je Ouais, rencontre. Ça vient naturellement, j'ai baigné donc, en STAPS, ensuite j'ai passé mon concours pour devenir enseignant, et donc tu vois, c'est cette envie de transmettre des connaissances aux gens et je pense que ça vient principalement de là. Oui, certes, ça vient d'un livret A, mais en fin de compte, tout ce que je touche et tout ce que j'arrive à comprendre, d'un ça peut pas j'ai envie en fin de compte de le transmettre, mais de manière vraiment vulgarisée et vraiment simple en fin de compte aux gens que je rencontre. C'est-à-dire, tu vois, on part toujours du constat que la bourse, c'est difficile, c'est compliqué, il faut mettre le nez dans les comptes, tu vois, comme ça, et cetera. Et donc c'est oui, ça, ouais. ça peut paraître complexe. Et en fin de compte, moi, mon objectif à travers cela, c'était quand j'ai commencé à mettre le pied dedans, à trifouiller un petit peu, voilà, l'histoire, des bilans comptables des entreprises, leur rentabilité, leurs marges, et cetera. C'est là que je me suis renseigné: «Attends, comment est-ce que je peux faire pour rendre tout ça beaucoup plus simple et pour que ça soit acceptable aux yeux de tout le monde?» Et donc là, Ouais, c'est là qu'après il y a différentes formules, comment est-ce que tu dois t'exprimer aux gens, comment est-ce que tu peux vulgariser ça? Et en fin de compte, le travail, je pense, des infopreneurs, comme on fait des créateurs de contenu, c'est vraiment de simplifier ça au maximum et donc mon envie, tu vois, de transmettre vient de là. C'est surtout l'envie de simplifier certaines choses, certains contenus. Contrairement, tu vois, aux conseillers financiers, ça c'est aussi un autre travail. tout à Nous, fait. ce qu'on fait là, à travers ce podcast et à travers tous les contenus qu'on fait, on tient à le préciser quand même, ce ne sont pas des conseillers en investissement. Tout à fait. Tout investissement comporte de risques, et cetera. Mais nous, on est là pour apporter justement des contenus éducatifs, et pédagogiques pour justement faire prendre conscience aux gens qu'en fin de compte, il existe, oui, des choses on peut créer notre richesse en toute autonomie, mais par contre, oui, il y a des métiers qui te permettent, de t'aiguiller un peu plus personnel de manière un peu plus personnelle, justement avec des métiers, de conseiller financier. Mais par contre, il y a 2 choses, tu vois, que j'aimerais revenir parce qu'il y a des gens qui disent: «Ouais, Sony, t'es pas conseiller financier, pourquoi est-ce que tu donnes des conseils?» Alors Ouais, premièrement, il faut toujours mettre un disclaimer, de toute façon, sur tout ce qu'on poste, ça c'est important. Mais il y a des gens qui confondent conseiller financier et peut-être, vulgarisateur et pédagogue. Tu vois? c'est ça, Dans 2 tout à sens, fait. tu vois? Des termes totalement différents. Le conseiller financier est là pour donner des conseils personnalisés à un tiers. C'est-à-dire que par rapport il va évaluer globalement sa situation et cetera, ses dettes, son salaire et cetera, sa capacité d'épargne et ensuite il va proposer quelque chose à une personne, donc certains produits et cetera. Nous Ouais, non, nous en fin de compte, on est là pour éveiller, pour allumer ce que j'aime bien, allumer l'étincelle chez la personne. C'est-à-dire qu'on est là pour créer le désir, l'envie d'investir, mais ensuite c'est à elle de prendre ses propres responsabilités. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois? Et ça, c'est ce qu'on a appris dans le monde de l'enseignement. On a des programmes à suivre et en fin de compte, l'idée, nous, c'est de former, dans l'éducation nationale, je parle. C'est de former des citoyens éduqués, socialement, et physiquement éduqués. C'est ce que c'était le programme de l'EPS. Et donc, c'était des citoyens. Et donc, nous, de notre côté, humblement, je ne dis pas qu'on le fait de manière parfaite, mais c'est de former des citoyens peut-être lucides sur ses finances personnelles, sur son argent. Et voilà, je pense qu'il y a 2 choses vraiment à bien séparer. Et puis, je tenais justement, là, on parle de ça justement et je tenais vraiment à l'éclaircir sur ce podcast et encore merci de m'offrir cette possibilité, de transmettre ma façon de penser. Mais je voulais pas de vraiment souci. clarifier ça. Après, bien sûr, il y a des infopreneurs qui font mal les choses, qui n'ont pas forcément eu un passé, d'enseignant, donc ils ne savent pas transmettre ce qu'on appelle des compétences. L'idée des compétences, en fin de compte, c'est quand tu arrives dans un magasin Leclerc, que tu connais très bien, tu sais très bien où repérer tel et tel rayon. En fait, on peut dire Tout que à tu es fait. compétent dans la manière d'utiliser ton environnement. Tu es adaptable. Et pareil, quand tu te sers d'un micro-ondes, le micro-ondes, tu es pas obligé de relire toute la notice. Parce que la notice, elle fait je sais pas combien de pages, c'est hyper chiant. Et bah, c'est pareil dans l'investissement. Ici, nous, et comme toi tu le fais très bien, c'est d'éduquer avec des contenus éducatifs pour rendre, en fin de compte, donner les outils pour qu'ensuite la personne devienne autonome dans la création de son patrimoine et dans sa future richesse. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais même qu'on a aussi parfois un rôle de synthétiseur. C'est-à-dire qu'on n'est pas Mmh. là pour, par exemple, je donne un exemple, là, tu vois? Je sors une série, par exemple, d'analyse d'action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai analysé Realty Income.
Je suis pas là pour lui dire si, bah oui, achète Ultimecom Non. demain parce que c'est bon. Je connais ni la je crois qu'elle a fait 1 500 vues là en quelques jours. Je connais ni les profils individuels de ces 1 500 personnes. Je connais pas le niveau de risque non plus. Par contre, ce que je peux te donner, c'est que moi, j'ai une technique d'analyse. Donc Mmh. forcément, je vais regarder certaines actualités que je vais pouvoir te transmettre d'une manière plus ou moins précise parce que chaque actualité, on pourrait y passer des heures. Donc c'est enfin, on synthétise cette actualité-là. Je vais synthétiser quelques indicateurs clés qui vont me permettre Mmh. d'à peu près cerner la qualité de l'entreprise et je vais te synthétiser aussi une valeur intrinsèque que je peux mesurer. Le problème qu'on a avec YouTube, c'est que si on commence et encore, on est dans une niche un petit peu à part et ça, on a de la chance quand même, c'est qu'on peut se permettre des vidéos de 40 minutes. On le voit, hein, des personnes qui vont analyser un bilan financier et avoir des milliers de vues parce que la personne, enfin, les gens qui cherchent ça, ils sont prêts à rester, ils sont prêts à simplement consommer ce contenu-là. Mais il faut pas oublier que nous, on a notre partie aussi qui est quand même indispensable si on veut que le business tourne, c'est qu'il faut qu'on touche du monde et qu'on rende la chose aussi un petit peu sexy. Et donc, je trouve que c'est aussi une grande partie aux gens de faire la distinction entre une Mmh. personne qui est là pour faire enfin, pour synthétiser un contenu comme on le fait et aussi faire du contenu un peu plus mainstream, on va dire, pour allumer la flamme. Évidemment, on va pas allumer la flamme avec une analyse de 40 minutes de Will Income. On va Mmh. plus le faire avec une vidéo sur comment investir en dehors du livret A, comment faire fructifier son argent. Et ça, on est tous les deux d'accord là-dessus. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi une part très importante, le synthétiser. D'ailleurs, ça se démocratise aux États-Unis. Dans toutes les niches, on voit de plus en plus que c'est ce mot qui revient et qui devient de plus en plus à la mode, c'est synthétiseur, où on va vraiment venir synthétiser une information pour la Mmh. délivrer, sans non plus se prétendre comme l'expert de cette information-là. Mmh. Bah, de toute façon, aux États-Unis, ils sont un petit peu obligés. À un moment donné, Mmh, parce que la sécurité sociale fonctionne pas du tout pareil que la nôtre. Eux, c'est c'est pas par clair. capitalisation. Eux, il y a un moment donné où ils doivent investir en fin de compte à côté. C'est-à-dire qu'ils ont 2 comptes séparés. Ils ont le je sais plus, 401K, je crois, quelque chose comme ça. 401K, voilà, il y a un plan 401K et puis il y a une autre petite partie qui est pris, par l'entreprise et cetera, qui ont réalisé des années et donc en fait, eux, ils sont obligés de capitaliser, sur un plan 401K et un autre pour leur retraite qui vient alimenter ça. Mais ils sont obligés d'investir à un moment donné pour vivre de leur investissement. Donc ça aussi, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont obligés, je pense, de s'éduquer là-dessus. Ouais, c'est clair. Ben ça, je pense que ça serait bien aussi qu'en France, on ait cette éducation-là qui sorte un peu plus parce qu'en bourse, honnêtement, si je regarde dans mon entourage, je pense sincèrement entre toutes les personnes que j'ai connues dans toute ma vie, il y a mon grand-père qui m'a un petit peu poussé à faire ça et il y a moi et honnêtement, à part ça, je ne connais personne d'autre, à part certains salariés, tu sais, qui travaillent dans les grosses boîtes qui ont quelques actions en prime. Mais hormis, Mmh. ça, je sais pas de ton côté, parce que tu as peut-être un réseau qui est peut-être un peu plus âgé que le mien, même si je traîne quand même avec, beaucoup de personnes, je connais très peu de monde, hormis, sur internet avec qui j'échange, dans mon cercle physique, on va dire, qui investit. Non, non, moi j'ai très, très peu de personnes, qui investissent. Moi je aussi alors, c'est marrant, tu vois, quand j'étais au lycée, il y avait des gamins, qui investissaient, alors sans même que je leur parle, tu vois? Des fois, tu Ouais, l'entendais dans les couloirs, bon, c'était en 2021, c'était la folie des cryptos, hein, Bitcoin, c'est bon, il a soit 50 000, «Ah, j'ai investi dessus» et tout. Donc, tu vois, tu entends des trucs, tu vois, dans les couloirs, tu fais: «Bon, au moins, il s'intéresse un petit peu», mais bon, sur la crypto, c'est peut-être pas fou et ouais. c'est pour ça qu'aussi on a un rôle, je pense, pour sensibiliser, les plus jeunes. C'est vrai que moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'intéressent aussi à l'investissement, donc ça, c'est pas mal. Mais je pense que c'est dû aussi à quelque chose, c'est dû à l'ère actuelle, hein. Il faut savoir qu'il y a eu des sondages qui ont été, évalués avec, Paris-Nanterre concernant, la peur des étudiants concernant l'avenir. En gros, il y a 64 des étudiants, qui ont peur en fin de compte, qui trouvent qu'il y a Il une me semble que j'ai vu, incertitude, ouais. financière future qui est très instable, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont aller. Donc, tu vois, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on est là aussi pour sensibiliser les jeunes à comment bien développer un petit peu des compétences sur ses finances personnelles, quoi, sur leurs finances personnelles, parce que ça aussi, c'est important. Savoir Ouais, épargner, déjà rien que, tu vois, savoir épargner déjà, je pense que c'est une notion, importante avant même d'investir. C'est ce que oui, j'essaye c'est sûr. vraiment, d'inculquer à mes élèves ou même à ceux qui me suivent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de placer 200 € par mois sur un livret A, faudra pas mettre en bourse, quoi, à un moment donné.
Ouais, c'est clair, bah, je suis d'accord avec toi et de toute façon, si aujourd'hui tu as pas d'épargne, tu n'investis pas quoi qu'il arrive de toute façon Mmh. et après ça, c'est à voir de quel, bout tu prends la chandelle. Est-ce que tu vas essayer de gagner plus via un side business? Est-ce que tu vas essayer de réduire tes dépenses? Mmh. Et ça, je pense aussi malheureusement qu'il manque cette partie-là dans l'éducation des plus jeunes, c'est-à-dire comprendre qu'on peut gagner de l'argent dans un travail, mais qu'on peut aussi épargner, qu'on n'est pas obligé de tout claquer en boîte de nuit. Et ça, c'est quelque chose que je vois encore beaucoup, tu vois, dans je suis plus jeune et je côtoie aussi des de tout âge honnêtement, moi je côtoie tout, mais les personnes qui ont 20 ans, parfois tu les vois, ils ont leur paye, le lendemain ils se ramènent avec une brassière Gucci ou des choses comme ça et tu es là, tu te dis: «Bon, OK, si tu veux, mais» et d'ailleurs, j'ai un ami qui a fait le switch, il s'habillait en Dior, il s'habillait, du coup il achetait vraiment tout, il venait d'une famille un peu plus aisée et il dit: «Beh, merde, j'aurais pas dû faire ça, mes vêtements, ils valent plus rien, j'aurais pu investir et tout». Bon, lui, il a eu le switch, on va dire. Il a eu le switch, donc il a de la chance, mais il y en a tellement, tu vois? Beh, toi, si tu étais enseignant, tu le vois, hein, c'est tu as le dernier iPhone, tu as les dernières Nike, tu as tout, enfin, il y a cette mauvaise gestion de l'argent, je trouve, chez les plus jeunes qui manque, mais qui, Mmh. comme tu le dis, prend de plus en plus conscience. Mais on a aussi cette conscience dans le sens où oui, il faut investir et autres. Mais en même temps, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et comme tu le dis, il y a la majorité des gens qui ne savent pas, en fait, et les plus jeunes, comment est-ce que va être l'économie de demain, comment est-ce qu'on va réussir à trouver un travail stable ou autre. Et d'ailleurs, est-ce que tu ne penses pas, ça revient un peu à une question que j'avais, c'est est-ce que tu ne trouves pas que la peur est trop vendue à l'heure actuelle et même, est-ce que tu ne trouves pas qu'il vaut mieux vendre la peur en tant que si on parle uniquement en tant que businessman sur YouTube, est-ce que tu estimes pas, en fait, qu'il faut plus vendre la peur? Parce que quand tu te rends compte que tu fais il y a un crash, il y a telle chose qui fait faillite, ce que les médias utilisent, ça fait Mmh. forcément plus de vues, malheureusement. Bah, malheureusement, oui, c'est comme ça que ça fonctionne et puis l'être humain, enfin nous, moi aussi, hein, on fonctionne tous de la même manière. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attaché à nos pertes, qu'à nos gains. Donc Tout à fait. forcément, le cerveau humain, la négativité leur tient beaucoup plus que plutôt la positivité. Ça, on fonctionne tous comme ça, donc malheureusement et ça les médias s'en servent. Donc ils vendent de la peur, ils sont, c'est un sujet assez sensible, tu vois, sur ça. Ça, on peut le voir, Ouais. hein, sur les différentes chaînes mainstream, c'est toujours, Anglais il y a ça qui surtout. arrive, il y a des meurtres là-dedans, il y a Ouais. des incendies là. Mmh. Tu as jamais de bonnes nouvelles. Alors ça Non. arrive, il y a certains, contenus, sur YouTube, qui proposent justement des bonnes nouvelles à un moment donné, donc c'est cool. Mais oui, la peur vend beaucoup plus, malheureusement. Après ta question, j'ai pas très bien compris où tu voulais Ouais, en c'est, venir concernant la où peur. s bah, du coup, c'était pour faire un petit parallèle, on va dire, mais au niveau de YouTube, tu le vois aussi de plus en plus côté américain. Je sais pas si tu suis un petit peu les chaînes d'investissement Mmh. américaines, Stephen Graham ou autres. Tu regardes maintenant, c'est quasiment plus que du contenu de la peur. En France, tu commences à voir ça sur Ouais, certaines je note. chaînes, Ouais. et du coup, forcément, tu sais que c'est ce qui va vendre, mais toi, je sais que tu le fais beaucoup moins. Moi, je suis pas parti sur ce constat-là. Non. Quelques de temps en temps, tu vois, si c'est bien prêté, par exemple, Wilting.com, j'ai fait «le crash final» entre guillemets, parce que tu sais que parfois tu dois un petit peu jouer sur les mots, ça, Mmh. c'est clair. Mais derrière, après, on explique bien. Mais à mon avis, aujourd'hui, malheureusement, si tu veux faire du viral, tu dois faire, soit tu pars sur, vraiment de la peur, du chaos ou autre, soit tu pars sur un contenu comme tu fais plus et comme je fais plus de mon côté aussi, vraiment éducatif, où tu Mmh. apportes de la valeur aux gens. Je pense que maintenant Après, le je choix pense se qu'il fait, quoi. faut jouer avec les règles. C'est-à-dire C'est que ça. sur les contenus sur les réseaux sociaux, on sait que l'attention des personnes défile à vitesse grand V. Tu sais, j'ai déjà vu des gens dans le métro, avec leur Ouais, j'ai fait le portable, tu test vois, comme aussi, ça, ouais. ils swipent comme ça, pendant, tu vois, il reste à peine 2 secondes en fin de compte C'est sur clair, les ouais. posts. Donc à un moment donné, tu fais: «Attends, qu'est-ce que tu peux faire comme post en fin de compte pour essayer de saisir l'attention?» Et une fois que tu as saisi l'attention, là, tu peux dérouler ensuite ton contenu éducatif. Mais oui, après, malheureusement, ceux qui dévoilent, ceux qui déroulent, je veux dire, que des mauvaises nouvelles sans apporter de la valeur dedans, ça reste pas personnellement dans mes contenus préférés. Ouais, j'imagine et c'est peut-être le problème qu'on voit et peut-être aussi, je pense, ça fait un gros impact, sur le mental des gens si tu consommes que Oui. ça. Même si les jeunes, finalement, consomment un peu moins la télé et ça, c'est assez intéressant. Et pour revenir, du coup, un petit peu, sur la bourse et tes débuts, je serais curieux de savoir, parce que ça va aider pas mal de monde qui parce qu'au final, on a certes une audience très axée investissement en bourse, mais c'est pas pour ça qu'il y a autant de personnes qui investissent ou qui ont passé le pas. Ça reste quand même une minorité, même si nous, proportionnellement, il y a quand même une bonne partie qui investissent. Quelles ont été tes premières erreurs? Pas forcément que tu as perdu de l'argent, mais peut-être tes premières erreurs que tu as fait lorsque tu as commencé à investir, même avant cela dans tes recherches ou autre, ça serait intéressant de les avoir. En bourse?
Ouais, bourse, investissement, Les erreurs principales. Euh, ouais. Bah, il y en a eu beaucoup, hein, même encore aujourd'hui, hein, tu sais, j'en fais, hein. C'est Ouais, moi pas, aussi, de toute façon. c'est jamais rayé, donc c'est comme ça qu'on apprend tout au long. Et puis, tu vois, je suis aussi vachement jeune dans le monde de l'investissement, hein. Tu vois, j'ai 3 ans, 4 ans, hein. Ouais, Donc, en vrai, on développe encore et toujours. Je pense que l'erreur après que j'ai fait principalement, c'est tu suis des contenus sur YouTube, sur Instagram, et en fin de compte, on te montre une action, et en fin de compte, tu vas l'acheter sans forcément faire tes propres recherches avant. ouais, Ça, malheureusement, on est tous passés par là, c'est-à-dire qu'on fait confiance à 100% à la personne parce qu'elle a une certaine autorité. Mais malheureusement, on fonce dessus et on regarde pas forcément les fondamentaux de l'entreprise. Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'elle est endettée? Est-ce qu'elle est suffisamment rentable? Et ouais, donc non, forcément, tu passes à côté de certaines choses, tu achètes, et puis dans ton portefeuille, tu vois du rouge et tu prends peur parce que tu ne comprends pas sur quoi tu investis. Et quand tu ne comprends pas sur quoi tu investis, et bah, tu vas changer en fait, quand tu vas vendre parce que tu crois pas du tout à l'entreprise. Tu préfères garder tes précieuses économies vers ton compte bancaire, donc tu le retires et puis tu le transmets. Et après, en fin de compte, c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs, c'est que les gens ensuite ils arrêtent totalement la bourse, quoi. Ils disent bah la bourse en ouais. fin de compte c'est pas fait pour moi, c'est bien trop compliqué, je perds de l'argent, je comprends pas. Et donc voilà, il y a ça. Je pense qu'il y a premièrement le fait de rentrer sur des valeurs, bah, ça c'était à mes débuts, tu vois, sur des valeurs proposées. Après ensuite quand tu recheck un petit peu les entreprises, tu vois qu'en fin de compte c'est catastrophique. Donc tu fais bon bah Ouais, on va arrêter. L'autre erreur aussi, peut-être, c'est de se concentrer, vu que moi, tu sais, je suis sur les actions à dividendes, c'est de se tout à concentrer fait. sur les hauts rendements. C'est-à-dire Mmh. qu'on voit une entreprise qui fait du 5, 4%, du 6%, et bien, en fin de compte, on remarque que derrière non plus, il n'y a pas grand-chose qui suit, quoi. En termes d'endettement, c'est pas fou. En termes de rentabilité, elle est pas folle. Par rapport au marché global, eh ben, elle a pas d'avantage concurrentiel. Bon, là, je parle un peu chinois pour ceux qui, pour ceux qui débutent. Forcément, mais ça va aller. Mais voilà, se concentrer sur un haut rendement, c'est pas forcément quelque chose de bien. Moi, ce que je recommande, moi, en tout cas avec ma méthode, c'est plutôt de se concentrer sur les dividendes croissants. C'est-à-dire qu'il y a même plusieurs études, hein, qui le montrent, que les dividendes croissants qui augmentent progressivement leur rendement au fil des années, sur plus de 25 ans, rattrapent ceux qui avaient un rendement plus haut au départ. Tout Donc à en fin de compte, fait. tu peux commencer avec un rendement plus bas, et en fin de compte, au fil des années, tu vas rattraper ceux qui avaient un rendement qui était plus haut. C'était une étude de Standard Poor's et de ProShares qui l'avait montré. En gros, les dividendes growers étaient beaucoup plus forts que les dividendes basiques du S&P 500. Et donc, tu vois, et cette capacité d'augmenter son dividende, il y a aussi un lien à faire avec le prix d'achat à laquelle tu as acheté ton action et le montant du dividende qui augmente, ce qui donne en fin de compte une formule, ce qu'on appelle le yield on cost, Tout à qui te fait. permet d'avoir des rendements explosifs dans le temps. Tu vois, comme par exemple, si l'entreprise est bien gérée. Et c'est ça en fin de compte qu'il faut voir. Si l'entreprise arrive à augmenter ses bénéfices, elle augmentera son dividende, son montant du dividende en parallèle. Et donc c'est ça un peu sur quoi je milite, mais par contre, c'est pas donné à tout le monde. Parce que là, quand tu investis sur ce qu'on appelle du stock picking, donc sur des actions individuelles, le souci, c'est que ça demande un peu plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut voir, il faut rechercher un petit peu en amont la qualité de l'entreprise, ses fondamentaux, comment est-ce sont ses chiffres d'affaires, résultats nets, son retour sur capitaux propres, etc., etc. Et ça demande du temps. Et ensuite, après, il faut laisser faire, faut laisser travailler l'entreprise. Mais ça demande quand même un travail en amont pour gérer. Et C'est après, clair. tu vois, il y a d'autres personnes qui sont plutôt sur de la gestion passive, qui vont pas vouloir ce côté performance et ce côté revenu exponentiel dans le temps, qui vont plutôt se concentrer sur la création de capital sur le long terme, en passant 5 minutes par mois maximum, juste en faisant des virements automatiques. Et là, c'est plus sur des ETF, en fin de compte, où c'est intéressant, où l'objectif est juste de capitaliser sur ces économies qu'on a investies, sans se prendre la tête sur quelle action investir, etc. Mais ça, Ouais, après, tout en à fait, fait. ça dépend vraiment de la psychologie de certains, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours l'esprit d'athlète de haut niveau, c'est-à-dire à chercher, tu Ouais, vois, la performance dans mon portefeuille, etc. Chercher des très bonnes entreprises. Après, c'est ça qui me passionne, tu vois. Genre les chiffres mesurés, pas etc. forcément. Donc après, voilà, ça dépend. T'en as, ils vont s'en foutre, en fin de compte. T'en as juste, ils veulent placer et ils veulent profiter de leur famille à côté, à droite, à gauche, sans forcément de mettre le nez dedans.
dans des Ouais, bah, bilans ça va comptables, dépendre etc. du profil, mais c'est clair, mais c'est drôle parce que les erreurs que tu cites, j'en ai fait quelques-unes à mes débuts. Je sais que moi, ça a Mm, mis du temps avant que je trouve ma stratégie aussi, dans le sens que j'ai commencé dès mes 18 ans, j'avais Revolut, tu sais, la banque en ligne. Ils ont ouvert un petit service de trading, investissement. J'avais testé, j'avais acheté quelques actions là, j'avais commencé à mettre en place une petite stratégie de stock picking avec mes moyens. Puis après, finalement, enfin, je connaissais déjà les ETF, mais j'avais pas ouvert de PEA ou autre. J'ai ouvert un PEA, je suis passé sur des ETF. Et là a été aussi une deuxième erreur que j'ai faite, parce qu'en fait, j'avais pas assez de cash de côté. Et mm, quand on est, c'est-à-dire qu'on est enfin, quand on est salarié, il faut du cash pour les problèmes personnels, mais quand on est entrepreneur et investisseur, il faut du cash pour les opportunités, et ça, on l'oublie très rapidement aussi. mm. C'est-à-dire que demain, tu as une opportunité qui se présente, tu dois sortir quelques milliers d'euros. Si tu n'as pas assez de cash, ben, le problème, soit tu rates l'opportunité, Oui. bah, soit tu la rates, tout simplement. Donc là, j'avais pas assez de cash. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clôturé mon PEA pour rebalancer sur mon business où il y avait une plus grosse opportunité, j'estime, à ce moment-là, parce que ça reste aussi quelque chose d'important. Et j'ai dû repartir quasiment de zéro, entre guillemets. Donc là, je me suis dit, est-ce que ma stratégie ETF est réellement ce qui me plaît et le PEA? Oui, Mm, certes, on a l'avantage fiscal et autres, donc ça, c'est indéniable. Mais qu'est-ce qui me passionne réellement? Pourquoi j'ai commencé à bourse? Ben, j'ai toujours aimé lire les bilans financiers, comprendre pourquoi il y avait un avantage concurrentiel. mm, Je dis n'importe quoi, à UPS plutôt qu'à FedEx ou FedEx plutôt qu'à UPS, comprendre la rentabilité. Et en fait, je me rends compte que j'adore faire ça. Et du coup, je suis reparti sur une stratégie de stock picking. Et surtout, je vois plus d'avantages que les ETF à mon cas, parce que au final, même si, imaginons, la bourse fait 10%, on va dire des chiffres au hasard, et que je fais 8 ou 9% avec du stock picking, ben, c'est pas grave, parce que je m'amuserai aussi. Et je vois pas ça non mm. plus comme quelque chose de robotique. Si c'est uniquement le faire parce que tu t'intéresses pas à autant prendre des ETF, mais Oui, si tu as voilà. une réelle passion, autant la garder. Et même si tu feras peut-être mieux, tu feras peut-être moins bien. Et ça, c'est une chose importante. Donc moi, j'ai eu ces erreurs-là. Peut-être pas avoir assez de cash, chose que j'ai réglée maintenant. Et également, du coup, pas aussi avoir de stratégie précise et d'analyse aussi. J'ai Mm, aussi fait quelques fois comme toi, enfin comme tu l'as dit, tout simplement, c'est de prendre l'analyse de quelqu'un, pas refaire tes propres analyses et acheter l'action. Je faisais surtout ça à mes débuts sur Revolut, quand tu sais, tu dois choisir des actions. mm. Bon, il y a Ouais. tel qui investit sur ça, lui sur ça, j'ai fait ça aussi. Et là, j'ai complètement revu ma stratégie d'analyse. Et c'est pour ça que quand je sors les vidéos aussi d'analyse Pepsi, etc., parce que j'ai tout remis à plat. Et ça a été une chose très importante pour moi. C'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça dépend toujours, en fin de compte, des besoins et de la psychologie de la personne. Ça part toujours de là. C'est pour ça que le conseiller financier, il est là aussi pour vous éclairer, pour vous aiguiller sur votre stratégie personnelle. Nous, après, on peut vous donner des informations, c'est-à-dire qu'on peut vous dire, bah voilà, les ETF, c'est peut-être plus pour un profil un tel, et les actions à dividendes, c'est peut-être plus pour un profil un peu plus actionnariat, Ouais, tout croissance, à un peu fait. plus exponentielle, parce que voilà, tu prends du Apple, tu prends le S&P 500, il y a pas photo, quoi. Ouais, Si tu veux de la performance, tu prends Apple, tu prends pas le S&P 500, quoi. c'est Ça, il y clair. a Puis aussi, personne dans ma pourrait dire logique, ça. je me disais, tu prends un ETF monde, on va prendre le plus connu des particuliers, tu as 1500 entreprises. Est-ce Mm, que réellement, dans ces 1500 entreprises, est-ce que j'investirais dans ces 1500 entreprises déjà? Ça, c'est la mm, question que je me suis posée. Je me suis dit non. Je me suis dit pourquoi alors ne pas sélectionner directement les actions dans lesquelles mm, j'ai réellement envie d'investir, qui me mm. tiennent à cœur, dans lesquelles je vois un avenir. Ça, c'est aussi, ça a fait pencher la balance grandement. Et aussi, ça a fait changer une croyance que j'avais quand j'ai commencé sur Revolut. Je me disais, tiens, il faut 30, 40, 50 actions, tu vois, quand tu fais du stock picking. Et là, j'ai complètement changé et je préfère me concentrer sur 15, 20, Mm. 25 actions grand maximum. Toi, je ne sais pas comment tu gères ton portefeuille de ce côté-là, si tu es plus minimaliste, on va dire, ou plutôt dans une grosse diversification. Je suis de plus en plus minimaliste. C'est-à-dire que j'ai réduit de plus en plus le nombre d'actions que j'ai au sein de mon portefeuille. J'essaie de me restreindre. Et surtout, là, j'en vire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bah, à mes débuts, quand on en achetais, tu te rends compte que bah, ouais, il y a certains rendements qui étaient pas mal, mais en fin de compte, bah, l'entreprise, quand tu regardes plus près avec tous les indicateurs que tu mets en plus, parce que moi j'ai différents outils que j'utilise avec l'écosystème Sequoia. Il y a 20 critères, tu passes au crible en gros l'entreprise sur les 20 Ouais, critères, tu remarques ensuite elle a une note de 8 sur 20, de 9 sur 20, bah, tu fais bah c'est un cancre, quoi, c'est pas ouf. Donc là, je me suis vraiment limité. Tu vas avoir des entreprises pour moi, enfin, comment est-ce que j'évalue moi personnellement, à 15 sur 20, au-dessus de 15 sur 20. ouais, Donc voilà, tu vois, ça limite pas mal. Mais alors, pour revenir aussi par rapport, tu sais, à la sélection et puis par rapport aux ETF, ouais, il y a aussi quelque chose qui est intéressant
qui a vu le jour avec des critères un peu plus algorithmiques et puis mathématiques, c'est les smart beta. Les ETF smart beta, Ouais. tu en as déjà entendu parler. Ça me dit quelque chose, mais c'est vrai que j'ai pas approfondi le En sujet. gros, les smart beta, ce sont des ETF qui sont, tu vois, les ETF, en fait, si tu veux, va suivre la performance d'un indice boursier. Donc en gros, Oui, elle va suivre le S&P 500 avec les 500 plus grandes capitalisations boursières. C'est ça le filtre. C'est la capitalisation boursière que l'indice boursier va suivre. Donc ça fait une performance sur le S&P 500. Sur 100 ans, ça donne du 10% par an à peu près annualisé. tout à fait. Et le smart beta, en fin de compte, il est là pour rajouter ce qu'on appelle un filtre. C'est-à-dire comme une machine Nespresso, bam, tu vas rajouter un filtre. Par Ah exemple, si tu oui, veux telle OK, entreprise ouais. avec telle stratégie, et ben en fin de compte, tu vas filtrer par rapport à cet ETF-là. Exemple, moi, je sélectionne, il y a une méthode qu'on entend de plus en plus souvent, c'est investir sur des entreprises de qualité. Donc en fin de compte, tu as un ETF qui s'appelle le MSCI World Quality. Quality, en anglais, je ne sais pas si on dit quality, quality. Ouais, c'est Quality, je crois. Mais Quality. oui, tout à fait, j'appelais ça point commun. Moi, pas j'avais pas le nom précis, mais Oui, j'appelle ça voilà. les ETF points communs, en fait, qui Voilà, en regroupent, fait, compte. même si l'entreprise, effectivement. Et cet ETF-là vient filtrer, en fin de compte, avec plusieurs. Ça va être pondéré, au lieu que ça soit pondéré par la capitalisation boursière, ça va être pondéré par les fondamentaux. Donc en gros là, l'ETF Smart Beta va filtrer avec différents indicateurs. Va filtrer avec des indicateurs de capitaux propres, va filtrer avec des indicateurs de marge, de croissance du chiffre d'affaires, etc. Donc en fait, tu as ça. Tu as plusieurs smart beta. Tu en as un autre sur le value, c'est-à-dire qu'il va sélectionner, l'ETF va sélectionner uniquement des entreprises value, c'est-à-dire qui sont considérées comme sous-évaluées. C'est plus cher, ils sont plus chers en termes de frais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de rééquilibration par le fond. Forcément, Normal. tout à Si fait. ça demande un peu plus de lois algorithmiques, de calculs, etc., forcément, ça coûte plus cher pour l'ETF. Donc voilà. Mais donc, il y a des ETF aussi qui peuvent considérer, qui peuvent être établis avec différentes stratégies, qui peuvent convenir à certaines personnes. Après, c'est à eux de décider. Mais moi, pour Ouais. revenir par rapport à ta question, c'est que moi, j'ai très très peu d'ETF. Je me concentre vraiment plutôt sur les actions à dividendes croissants que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je pense que je suis à 90% actions à dividendes, 10% d'ETF. Tu vois. OK, ouais, je pense que Pareil je sur vais mon partir PEA. là-dessus aussi. Pareil sur le PEA, sur le CTO. CTO, j'ai quoi? Ouais, je suis à 93 000 investis sur le CTO et sur le PEA, je suis à 16 000. OK, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant et là, j'ai pas encore ajouté d'ETF, il faut que je refasse. Là, je suis vraiment que sur du stock picking, mais notamment Mm. l'ETF pays émergent. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'avais. C'est, parce que, c'est vrai que c'est intéressant l'ETF pays émergent parce que je me vois pas investir dans une seule entreprise, chinoise, indienne ou Ouais. autre. De mon côté, en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais du mal avec. Quand tu vois notamment que ces pays-là, tu sais pas ce qui peut se passer, avec une entreprise. Mm. On prend la Chine, hein, tu prends Jack Ma qui s'était fait enlever, je sais pas combien de jours et qu'on n'avait plus de nouvelles de lui du jour au lendemain, alors que c'était quand même la plus grosse entreprise de Chine quasiment, hein, Tu parles de l'équivalent Alibaba? d'Amazon. Ouais, tout à fait. Mm. Donc, tu vois, j'ai un peu du mal à investir sur des entreprises spécifiques de pays émergents. Par contre, j'aimerais bien rajouter l'ETF pays émergent. D'ailleurs, c'est une vidéo qui va sortir sur ma chaîne parce qu'on le voit, hein, c'est un ETF qui fait quand même du surplace depuis 2020. Il y a, et ça, c'est assez différent. C'est dans le sens, soit on mise quand même pas mal sur les pays émergents parce que nous, on est un peu dans cette zone-là, je trouve. Mm. On investit tous les deux à 20, 30, 40 ans, voire on vendra jamais nos actions si c'est nos dividendes qui nous payent. Donc, on est obligé de prendre en compte le fait que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, toutes ces choses-là risquent de dépasser un jour les États-Unis. La Chine l'a déjà fait, je crois, en termes d'économie. Mais le problème, c'est est-ce qu'on anticipe dès maintenant? Est-ce que du coup, on continue sur les États-Unis. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à me décider. Et c'est pour ça qu'il faut que je rende l'ETF pays émergent, même si actuellement, il n'est pas du tout sexy. Et c'est pour ça Mm. que faire une stratégie 100% pays émergent, ça serait très compliqué à l'heure actuelle. Je sais pas si toi, tu as déjà introduit ces pays-là dans ton portefeuille ou pas encore. Non, non, non. Alors moi, en fait, compte les pays émergents, tu peux le faire beaucoup plus subtilement. C'est-à-dire avec des entreprises qui réalisent leur chiffre d'affaires plutôt sur des Ouais, pays émergents. tout à C'est-à-dire fait. au Ouais. lieu de prendre des ETF pays émergents, mais en fin de compte ils prennent tout un lot et les entreprises sont pas forcément qualies à l'intérieur, donc C'est voilà, ça. c'est un peu nawak. Moi je prends plutôt du style LVMH, Pernod Ricard, etc. sur des entreprises en plus que tu peux mettre sur un PEA, mais qui réalisent leur chiffre d'affaires en Inde, en Chine, voilà, dans les autres pays émergents, Ouais. qui sont beaucoup plus intéressants. Et LVMH, pour moi, tu vois,
le chiffre d'affaires réalisé en France de LVMH, ouais, c'est bien ce que je dis, voilà, c'est 7% Ouais, en France, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires représente 7% en ouais, France. C'est rien du tout. c'est ridicule. Contrairement en Chine, c'est 30%, 34%. En Inde, je sais, j'ai pas trouvé un calculé. Mais même, tu vois, regarde, Apple l'a très bien compris, hein. Apple a commencé à ouvrir des magasins, des Apple Store en Inde, hein. C'est ça. Et ça, ils l'ont compris, tu vois. Donc, en fait, ils s'implantent déjà là-dedans et ils ont compris qu'il va y avoir d'ici quelques années une population. Je crois que la population en Inde, c'est pas la deuxième après la Chine, juste avant la Chine. Si, bah, normalement, si tu cumules, les 2, Chine et Inde, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est 1,5 milliard, quelque chose comme ça, Ouais, voire plus. ouais, c'est énorme. C'est énorme en Inde. Mais c'est clair que ou c'est peut-être, la moitié, je sais plus si c'est la moitié ou 1,5 milliard. Mais je sais que quand tu cumules les 2, c'est une grande partie. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'apporter, cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans des entreprises peut-être plus bancales, vu que c'est dans des pays un petit peu plus, qui ont plus de mal à se développer, c'est vrai qu'investir sur les entreprises qui peuvent avoir une expansion encore plus grande grâce à un nouveau marché, ça peut être très intéressant. C'est vrai que j'avais pas forcément vu la chose sous ce point-là, mais c'est clair. Et après, il faudra juste trouver, mais évidemment, industrie du luxe, industrie aussi des grandes entreprises, parce que c'est vrai qu'Apple, côté Asie, je pense qu'ils sont un petit peu moins, quand même en Chine, ils sont présents, mais tout ce qui est Inde ou autre, je pense que ça va arriver seulement maintenant. Mais c'est vrai que ça, c'est un dilemme que je pense que beaucoup d'investisseurs ont. C'est est-ce qu'on parie dès maintenant sur le futur des pays émergents et on accepte de faire une moins bonne rentabilité, ou est-ce qu'on continue sur les puissances actuelles et on Hmm. garde cette rentabilité, mais est-ce qu'en 2050, ça sera encore le cas? Ça, c'est une très bonne question. Justement, tu vois, s'il y a en 2022, j'ai regardé, là, tu vois, l'Inde, ça compte 1,38 milliard d'habitants en 2022, Bah, soit le cumul des 2, c'est 3 17,2 milliards alors, ouais. 17,2 de la population mondiale. Donc en fait, il y a vraiment une évolution. De toute façon, tu peux regarder, il y a même des graphiques, tu vois. Genre en Ouais, 2021, tu vois, l'Inde. Alors la Chine, tu vois, c'est 1,41 milliard. Et l'Inde, en 2021, c'était 1,40. ouais, donc c'est Contrairement aux quasiment 3 milliards, États-Unis, quoi. contrairement aux États-Unis, c'est 331,9 millions. Ouais, Donc en fait, c'est tu vois ridicule. qu'il y a un marché quand même à prendre sur l'Inde et puis sur la Chine. Alors, c'est la Chine, avec tout ce qu'on entend là actuellement, oui, il y a des difficultés Ouais, après coup sur le Covid. Mais en tout ça cas, reste on peut voir court-termiste. que c'est vraiment exponentiel, hein. La courbe, Ouais. elle est vraiment exponentielle. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que ça va être intéressant. Je pense, de mon côté, en tout cas, me positionner, soit comme tu as fait, après, j'ai déjà les entreprises qui sont un minimum positionnées sur le secteur des pays émergents. Hmm, Mais c'est clair qu'à partir du moment où une entreprise arrive à percer un marché comme ça de 3 milliards, si on prend Chine et Inde, ça ne peut faire qu'augmenter hmm, aussi la taille de celle-ci. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne dynamique à prendre en compte. Et finalement, il y en a pas mal qui peuvent en bénéficier. Mais je trouve ce qui me manque, en fait, aux pays émergents à l'heure actuelle, c'est ce marketing qu'a eu les États-Unis dans le sens de l'American Dreams. Là, quand tu ouais, parles de la Chine, t'entends quoi? T'entends communisme, t'entends entre guillemets, tu sais, les caméras de surveillance qui te surveillent, les notes des crédit score. Quand t'entends l'Inde, tu penses encore bidonville, tu penses disparité ouais. géographique, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il manque encore à ces pays-là le, le fait d'être sexy, à attirer du monde, en fait, et à étendre sa culture et ce soft power, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est peut-être le plus gros problème auquel ils peuvent faire face, en fait. Si Hmm. on prend en compte aussi toutes les tensions Après, géopolitiques. les États-Unis vont le comprendre et les entreprises aussi américaines vont le comprendre. Et il y en a déjà dès à présent qui commencent à s'implanter en Inde, Ouais, qui commencent à voilà, ils vont réaliser de plus en plus de chiffres d'affaires. Tu vois, c'est un peu comme le business. Au début, tu t'implantes sur du B2C, donc business to consumer. Donc tu vas plutôt te parler aux consommateurs, aux particuliers. Et ensuite, tu vas t'expandre un peu plus sur du B2B, donc sur du business to business, où tu vas proposer tes solutions à des entreprises. Et ouais, eux, ils ont compris qu'en fin de compte, eh bien, on va faire tout ça, mais on va s'agrandir, on va s'implanter dans d'autres zones géographiques. Donc en fin de compte, avec la population mondiale exponentielle qu'à l'Inde, je pense que s'exposer sur des entreprises, tu vois, quand on analyse des entreprises, c'est un critère que je regarde aussi, c'est est-ce que l'entreprise réalise son chiffre d'affaires sur plusieurs zones géographiques? Est-ce ouais, qu'elles ont cet état d'esprit de pluralité, d'exponentialité sur les différentes régions?
tu vois? Est-ce que je vois de l'Inde? Est-ce que je vois de la Chine? Est-ce que je vois des Europe? Est-ce que je vois de la France? Est-ce que je vois voilà un peu tout ça? C'est ce qui se passe avec LVMH. LVMH le fait très bien, Tout à fait. Air Liquide aussi le fait très bien, tu vois? Il y a plein de boîtes comme ça et je pense que j'en loupe énormément. Mais tu vois, des boîtes qui sont trop centrées sur, les États-Unis à l'heure actuelle, ça me met quand même la puce à l'oreille. Je fais: «Ouais, bah, attends, ils ont pas une Ouais, perspective, c'est ça le problème. d'avenir intéressante». Ouais, tout à fait. C'est clair que là, à l'heure actuelle, en plus, la mondialisation est quand même assez facilitée, on va dire, de nos jours. Donc, forcément, ça ouvre de nouveaux parts de marché. C'est d'ailleurs ce que j'avais détecté, Mmh. tu vois, sur Realty Income, quand, ben, tu as certainement connu ça, 2020, quand tu regardais YouTube, il y avait 3 entreprises qui étaient quasiment dans tous les portefeuilles. J'ai l'impression, tu avais Realty C'était Realty Income, Income, ouais. tu avais AT&T, qui maintenant s'est écroulé, Mmh. et tu avais 3M aussi, qui étaient souvent repris. Et c'est marrant parce qu'il y en a Mmh. 2 qui sont quand même bien dans le rouge pour diverses raisons. Mais du côté de Realty Income, ils étaient que aux États-Unis. Et 2019, en faisant l'analyse, ils ont développé l'Europe. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que maintenant, en quelques années, ça représente déjà 12% de leur rentrée de loyer. Et petit à petit, donc là, forcément, si tu projettes Realty Income sur du 15-20 ans, s'ils continuent à faire ce qu'ils Mmh. font, tu peux imaginer une expansion Europe et puis même encore plus à l'avenir. Et forcément, ces entreprises-là qui restent trop centrées, hormis quelques exceptions, parce que voilà, soit le business est fait pour être dans un pays, il peut pas s'importer, raisons différentes, raisons culturelles, économiques, peu importe, rentabilité. Mais c'est vrai que si le business peut être exporté et qu'il ne l'est pas, il y a parfois des questions à se poser parce que soit le management n'y est pas. Et ça, d'ailleurs, beaucoup de monde l'oublie. Mais c'est aussi d'analyser le management et aussi les directions du management, que ça soit pour son business ou pour les actionnaires. Par exemple, je prends une action que j'ai analysée récemment, Texas Instruments, qui ne fait pas que des calculettes au lycée, parce que beaucoup de monde pense qu'il n'y a que ça, mais ça reste une belle entreprise. Mais tu vois, en allant sur la partie investisseur, me suis vraiment renseigné, tu vois qu'ils sont à fond concentrés sur le free cash flow par action. Et ça, c'est aussi intéressant de voir les perspectives du management. Mais c'est d'ailleurs ce que disait Warren Buffett, je crois. Il disait, je préfère que ça soit une entreprise assez stable, mais qui puisse être dirigée par un débile, Mmh. qu'une entreprise très complexe, mais du coup, où le dirigeant, ben, s'il n'a pas les compétences hyper précises, ça peut être plus compliqué. Bon, Mmh. je paraphrase un peu ce qu'il dit, mais c'est vrai que le management est finalement très important et oublié par pas mal de monde, j'ai l'impression, quand ils font ces analyses. Le management, ouais, en plus, tu peux le voir directement, dans les notes ESG. Tu sais, C'est dans ça. l'ESG, dans environnement social et de gouvernance, la gouvernance, il y a Ouais, souvent aussi, le critère management à l'intérieur. Et pour parler d'ESG, c'est vrai que c'est de plus en plus pris en compte aussi. Ça, on peut le voir avec Amundi, hein. Amundi aussi qui tout s'est à fait. dirigé, qui a changé ses ETF, qui l'ont surnommé en ESG. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bah, parce que tout simplement, toute l'économie va tourner autour de ça. Enfin, en tout cas, c'est un business, quoi. Parce que dès que tu as une C'est note clair. ESG, il y a de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir «vert» entre guillemets. Bon, malgré que je trouve que l'ESG, des fois, c'est du greenwashing un petit peu, c'est-à-dire qu'ils mettent tout et n'importe quoi, C'est sûr que à c'est pas l'intérieur de très, cette note très, très ESG. clair. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier aussi quand vous achetez des ETF ESG, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller sur la fiche technique et voir quelle valeur il y a à l'intérieur. Mais après, vous pouvez aussi évaluer les entreprises ESG. Vous avez à disponibilité sur certains sites. Moi, je vais sur Zone Bourse pour évaluer l'ESG de Ouais. certaines entreprises. Dans Notation, il y a l'ESG. Et puis sur Air Liquide, vous avez le G, là, et puis vous avez Management, la qualité du management. Puis vous avez assez facilement accès à ça. Vous pouvez même accéder directement au site internet. Bon, après, sur le site internet, sur les différentes Tout est diaporamas, c'est un peu rose complexe. et etc. aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Mais ouais, l'ESG est un critère qui devient de plus en plus sélectif de par les investisseurs. Et en plus de ça, ça va créer un peu un effet de foule, quoi. Parce que s'il y a de Ouais, plus en plus forcément. d'acheteurs sur des critères ESG, bah, qu'est-ce qui va se passer s'il y a plus d'acheteurs? Bah, forcément, bah, les entreprises qui sont bien évaluées, bah, vont monter. Parce que ah bah, mon entreprise, elle est ESG+, elle est notée A+, par Refinitiv. Ça vaut le coup, hein. Refinitiv, c'est une agence de Ouais, notation. ouais, Voilà. tout à fait. Mais voilà. Et ça, les investisseurs, mais il y a même eu des graphes, hein, tu sais, comparé à des ESG qui étaient bien Oui, évalués en termes de notes et des ESG qui étaient controversés. Tu avais clairement une différence de performance. Est-ce que c'est dû ouais, clairement à la performance de l'entreprise ou est-ce que c'est dû au comportement des investisseurs qui ont par rapport à cette note ESG? Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu psychologique. De toute façon, forcément. le marché, c'est 90% de la psychologie des investisseurs. Et je pense que les notes ESG accompagnent ça.
Ouais, c'est tout à fait ça. Beh, c'est beaucoup de psychologie, à voir s'il y aura pas, comme tu dis, du greenwashing, ce qui risque forcément d'arriver. Dans le milieu Faut regarder. corporate et des Mmh. multinationales, c'est clair qu'il y a pas tout qui est noir, mais il y a pas tout qui est blanc non plus. Mmh. Et c'est vrai aussi que tu as beaucoup de psychologie. On en parlait d'ailleurs avec Stéphane Winkel dans le podcast qui est sorti, il y a des semaines pour ceux qui sont en train de regarder, mais pour nous qui est sorti hier. Et en fait, il expliquait ça avec Elon Musk qui avait vendu ses bitcoins là, il y a pas très longtemps. Il avait fait la transaction des semaines, enfin des jours ou des semaines avant. Donc le marché, il voit qu'il y a quand même une bougie de vente, tu vois, mais le bitcoin stable, il bouge pas. Une semaine après environ, j'ai pas les dates exactes, un article sort, Elon Musk a vendu ses bitcoins et boum, là tu as la bougie Mmh. qui tire vers le bas. Pourtant, ces bitcoins étaient déjà partis des semaines avant. Donc, si on prend une analyse technique, c'est là qu'il devrait partir, enfin qu'on aurait dû vouloir un cours baissier parce qu'il y a une vente plus importante de Bitcoin. Mais non, c'est que quand c'est l'actualité qui sort. Ça, c'est intéressant. Et je pense qu'en bourse, au final, c'est plus, comme tu le dis, de la psychologie au final et comprendre comment ça marche. Mais ça peut jouer en notre faveur Mmh. aussi. C'est quand tu comprends ces mouvements psychologiques en crise, notamment, comme on l'a vu en 2020, si tu savais repérer les entreprises qui baissaient de causes intrinsèques et externes, donc je dis souvent ces deux termes, Airbus, tu vas pas investir dessus, tu sais pas comment ça peut se comporter, c'est une crise intrinsèque pour l'entreprise parce que son activité est quasiment à l'arrêt, il y a plus personne qui a passé réellement de commandes durant ces eaux-là. Tu prends du Apple ou du Coca-Cola, c'est plus externe. Coca-Cola, je crois, perd 30 ou 17. Non, c'est Apple qui perd 30. C'est plus le marché qui a peur et qui va dans la panique. Certes, il y a des enjeux de transport ou autres, mais ça reste beaucoup moins impacté que Airbus. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte, je pense, Mmh. et que la psychologie joue énormément dessus, en fait. Et C'est une là que fois que ça tu devient sais contrôler la psychologie, c'est là que tu gagnes de l'argent aussi. mmh mh et c'est là que ça devient très difficile. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu peux avoir des entreprises qui sont bien fondamentalement, tu vois? En termes des bons chiffres d'affaires en croissance, avec des bonnes marges, avec des bons retours sur capitaux propres. Tout Mais à par fait. contre, tu peux voir le cours baisser. Donc en fait, là, c'est là qu'il faut être solide en fin de compte sur sa stratégie. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien, sélectionné mes dividendes? Est-ce que j'ai bien analysé en amont? Et c'est là qu'en fin de compte, c'est même moi, tu vois, des fois, je doute. C'est-à-dire que tu vois, les entreprises, elles sont super bien notées avec des rentabilités sur 5 ans. En plus, je prends jamais des rentabilités sur capitaux propres sur 1 an. Je prends toujours sur Ouais, 5 ans, 10 ans. Je regarde ce qu'elle a fait avant. tout à Ah, fait. ça monte à 50% de rentabilité sur capitaux propres, mais elle descend, l'entreprise. Je fais, mais attends, mais comment ça se fait? C'est un souci, quoi. Après, tu essaies de croiser, les marges sont très bonnes, il y a des problèmes, tu vois. Et Ouais, c'est après, ça. tu te poses la question, est-ce que c'est le marché, en fin de compte, qui oublie certaines choses, qui vendent dans la panique et qui vendent toujours en réaction. Mais comme disait Warren Buffett, souvent, la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque des entreprises rattrape toujours le cours de l'action in fine à la fin. Donc si vous avez bien sélectionné vos entreprises, eh bien, avec des bons fondamentaux et tout, normalement, le cours doit suivre. Et c'est vrai qu'on le voit avec AT&T. Le souci, en fait, avec AT&T, c'est qu'elle était endettée. Elle était endettée, pourquoi? Parce qu'elle avait une autre filiale. Tu sais, rappelle-toi, elle avait le streaming. Et en fin de compte, elle Oui, s'est endettée là-dessus. Et elle a vendu. Tu sais, elle s'est séparée de Warner Bros, un truc comme ça. Et maintenant, elle se concentre oui, uniquement sur la 5G. C'est un pari à prendre. Elle a coupé son dividende de moitié, de plus de 50%. Là, le cours baisse depuis plus de 5 ans. Mais est-ce que ce changement, est-ce que ce tournant va être bénéfique ou pas pour les investisseurs? On ne sait pas. On ne sait pas. Là, le cours stagne depuis maintenant 3 mois, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de 13 à 15 dollars mmh. sur 3 mois. Tu vois que depuis 3 mois, elle stagne, elle monte légèrement. C'est-à-dire que tous les points les plus bas commencent à remonter doucement. C'est-à-dire que ça fait tac, 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 mais sur 3 Ouais, mois. c'est ça. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe? Est-ce que c'est une entreprise qui va se sortir de là? Et ça, c'est ça qui est difficile, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. C'est pour ça que la C'est bourse est clair, dangereux. Et pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête sur ça, eh bien, il y a les ETF. Et les tout ETF, à fait. ça fait très bien le boulot et on ne se prend pas la tête. C'est ça, ouais. C'est comme, 3M finalement qui était, dans le procès contre 200 000, militaires, je crois, Ouais, américains. alors ça a été réglé. C'est Ouais, réglé, ça j'ai c'est vu, ça a été 6 réglé milliards. récemment. Ouais, 6 5 milliards 000 il me étalés semble. jusqu'en 2025, si je me trompe. 2027, Je crois que c'est 5 milliards sur 5 ans, 5 milliards si sur je dis pas de 6 milliards sur bêtises. 5 ans. 5 ou 6? Moi, j'ai vu 6. Moi j'ai entendu 5 dans une analyse, mais Ok. c'est peut-être 6. Bon, dans tous les cas, ça fait Ah une oui, grosse somme à régler, mais 5-5. C'était 5-5, si je me trompe ah ou pas. 5, ça voilà, bon, on avait la Voilà. moitié à 2, mais du coup, c'est ça et par exemple, il y en a qui ont fait une analyse, qui ont regardé le cash disponible que dégageait du coup 3M chaque année, tu vois? Et de mémoire 2022, c'était 4 milliards qu'ils faisaient. Donc l'analyste disait: «Bah, ça m'aurait inquiété si ça aurait été sur 1 an parce que là, tu dois sortir, Oh. une trésorerie monstre». Mm. Mais sur ça quand on compare sur 5 ans, du coup, finalement,
bon, on va pas se mentir, sortir 1 milliard par an, enfin 1 milliard, ça fait mal à toute entreprise et c'est clair. Mais bon, non seulement et 3M peut se le permettre, même si ça impacte sa trésorerie, et en plus de ça, ça enlève un gros boulot au pied parce que quand l'armée américaine t'attaque, c'est pas pour rigoler. Aux États-Unis, en général, Mm. ils prennent ça très à cœur et ils aiment bien leur armée aussi en général. D'ailleurs, c'est pour ça que le cours s'est enflammé. Donc, il y en a qui vont parier forcément sur l'après 5 ans, c'est-à-dire est-ce que 3M va repartir dans la hausse qu'elle a connue dans les années antérieures à 2020, si je dis pas de bêtises, Mm. ou est-ce que ça va la suivre tout le long? Ça, honnêtement, faudra analyser. Moi, c'est vrai que comme je suis très jeune encore, j'ai pas envie de me concentrer là-dessus. Certes, tu peux avoir de très belles hausses parce que tu as pris un point très bas, puis l'entreprise s'est bien sortie. Je me dis plutôt, un peu comme toi, dividendes croissants. Quelles sont les entreprises qui ont un cours qui est quand même type d'une action à croissance, mais que je vois toujours dans 10, 20, 30, 100 ans, un peu comme Warren Buffett. Moi, j'aime souvent aussi prendre les actions et les analyser autour de cette base-là. Évidemment, ce n'est pas le seul indicateur, n'achetez pas avec des actions sur cette base-là, mais qui versent 3% de rendement, par exemple, et qui ont une augmentation du dividende de 8% par an sur un historique de 5 à 10 ans. Tu vois. C'est des choses que j'aime bien, parce qu'un peu comme tu disais tout à l'heure, ça va rattraper parfois certaines actions au rendement et ça va aussi avoir un yield on cost qui va augmenter souvent si tu as une action qui croît comme du Apple ou autre en fait. Ouais. Bah, cette notion de yield on cost, c'est vrai que c'est sous-estimé. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'investisseurs qui comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que bah, tu achètes une action à 1,4%, bah, en fin de compte, c'est nul, quoi. C'est clair. C'est un peu. C'est pas rentable. Tu prends un livret A, bah, c'est beaucoup plus rentable. Mais le yield on cost, c'est vraiment, en fin de compte, ce que j'appelle le rendement caché. C'est-à-dire que si l'entreprise est en bonne santé, si elle réalise des marges, si elle est de plus en plus rentable, elle va pouvoir augmenter le montant de son dividende chaque année. Et C'est ça. donc, tout comme une graine, la graine, bah, c'est votre prix de l'action qui est en bas de cette formule. Et ensuite, vous avez les tiges qui vont pousser au-dessus, c'est le montant du dividende. Et bien, en fin de compte, ce qui va pousser à côté, bah, c'est votre rendement. Votre rendement va augmenter avec le temps si le montant du dividende augmente dans le temps. Mais pour que ça augmente, le montant du dividende, eh bien, il faut que l'entreprise réalise de plus en plus de bénéfices, de plus en plus de cash, etc. etc. Ça, c'est C'est clair, important. c'est vrai que c'est une partie importante et comme ça, on revient un petit peu aussi sur Sequoia parce que c'est vrai que c'est une chose intéressante, la partie business et cetera et ça, c'est une question que j'ai. C'est qu'aujourd'hui, tous les 2, on monte un business et cetera. On sait que ça peut avoir un rendement bien plus supérieur à la bourse. Mm. Mais pourquoi du coup, on prend pas et toi, de ton côté, je serais curieux d'avoir ton avis, pourquoi on prend pas la décision de juste réinvestir 100 dans le business et de toujours garder une part, sans compter les dividendes qu'on réinvestit ou autre, mais allouer une part de nos revenus à la bourse alors qu'on pourrait avoir un meilleur rendement si on Mm. se concentrait sur le business? Je Ça, pense que c'est c'est une une très question bonne intéressante. question. Euh, Alors moi, je pars du principe que je mets pas tout en bourse. C'est-à-dire que je place une toute petite partie de mon business en bourse. C'est-à-dire que OK, tu places, je sais pas, tu te fais 2000 euros par mois, tu sors un salaire de 2000, et bah tu mets 10% de ton salaire que tu sors, etc. Après, bien sûr, tout le reste, tu peux l'investir dans ton business pour faire croître aussi tes différentes sources de revenus, pour faire croître, oui, pour faire croître ton business. Mais moi, je pense qu'il faut pas délier les deux. Enfin, les deux sont tout à fait possibles. Moi, je suis pas à 100%, je veux dire que je place pas 90% de de ce que je touche sur mon business en bourse. Je peux le tout à fait, ouais. réinvestir, tu le réinvestis dans le montage, tu peux dans le montage vidéo, je parle sur YouTube, etc. Et puis voilà, puis tu prends des paris. Tu prends différents paris sur ton business, tu peux perdre de l'argent, mais bon, tu apprends par rapport à ça. Mais non, je pars pas du principe qu'il faut séparer, qu'il faut faire à tout prix du 100% business pour augmenter les revenus et ensuite faire de la bourse. Je pense que les deux vont en parallèle. Euh, non, non, parce que je pense que en fait, l'investissement doit faire partie intégrante de toute vie, en fin de compte, de toute personne. Je pense qu'en plus, tu vois, investir, bah, ça te permet bah, de te former continuellement, c'est-à-dire que jamais tu passes à côté de tes finances personnelles, parce que je pense que un bon gérant, un bon patron d'entreprise, c'est à la fois gérer ses salariés, mais aussi gérer bah, peut-être sa trésorerie, tu vois. Tout à fait, ouais. Et en partant de ça, bah, l'investissement en bourse, ça en fait partie. Tout comme une Ouais, entreprise peut apprendre à investir aussi ses cash flows, etc. ouais, c'est vrai, c'est une bonne réponse. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, bah, si
parle d'un point de vue rentabilité, c'est plus risqué, mais on sait qu'on a plus enfin, après, c'est prédictible si tu as un business qui croît, qui commence à prendre de l'ampleur, surtout quand c'est backé par une audience, on sait que c'est plus Mmh. compliqué de faire tomber qu'un simple SaaS qui aurait 3 mois de backup. Si tu as une audience, ça aide quand même pas mal à avoir de la prédictibilité. Et du coup, c'est vrai que ça pourrait être, d'un point de vue rentabilité, mais autant tout mettre sur le business. Mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas non plus faire que du 100% sur un actif, ça reste de la diversification. Mmh. Et puis je pense, en tout cas de mon côté, certainement toi aussi, c'est que même si c'est pas un jeu, ça fait toujours plaisir de se concentrer. C'est comme si on mettait de l'argent sur un hobby quasiment, en tout cas pour moi. Mmh. C'est que à la fois ça fait ma retraite et à la fois ça me fait kiffer de faire ces analyses-là, de Voilà. trouver les petites pépites chaque mois, etc. Ça. Et puis après, moi j'ai aussi cette notion importante, et je pense que du coup tu as un peu me rejoint là-dessus, c'est le moment de reinvest ou de cash out. C'est notamment connu en anglais, donc pour les Français, c'est réinvestir ou retirer. Et moi, j'estime que je suis tellement jeune et je compte pas retirer. Du coup, retirer, ça veut dire prendre un gros salaire et se payer une Lamborghini ou aller prendre un appartement, un penthouse à New York ou je sais pas quoi. C'est de réinvestir ces sommes-là, en fait, dans le business, dans la bourse, etc. En fait, du reinvest, il y a beaucoup d'investisseurs en bourse qui le font. C'est prendre les dividendes, le réinvestir, c'est prendre les loyers de son immobilier pour le réinvestir dans d'autres projets, ou c'est de prendre les revenus YouTube, par exemple, Mmh. YouTube Ads, et engager un monteur pour améliorer la qualité ou faire plus de vidéos. C'est toutes ces choses-là, et je pense que c'est vrai que ça, c'est une partie importante et que beaucoup oublient. Et parfois, même en finance traditionnelle ou dans leur salaire, même si vous n'avez pas de business à réinvestir, c'est important de réinvestir en vous, que ce soit connaissance, que ça soit également, du coup, tout ce qui va être autour eh bien, de vos finances, des Mmh. connaissances, etc. Et toi, dans Sequoia, du coup, ça s'est passé comment que tu as décidé de développer ça? Et comment tu essayes de le développer? C'est quoi l'avenir de Sequoia selon toi? Comment tu le vois, en fait? Alors l'avenir de Sequoia, c'est encore un peu moi, si tu veux, déjà, je pars du principe que je dois toujours aider, mes élèves qui sont déjà à l'intérieur et aussi les élèves qui veulent nous rejoindre. Donc en fait, je pars toujours du principe que je continue à perfectionner en fin de compte, l'automatisation, si je puis dire, des nouveaux entrants. C'est-à-dire que ceux qui veulent apprendre Ouais, à me connaître puissent, rentrer facilement dans un écosystème qui leur permettra d'apprendre à investir. Et en même temps, les plus anciens qui trouvent quand même leur compte avec des nouvelles mises à jour, avec des nouveaux outils et cetera. Donc c'est surtout sur ça, c'est sur du perfectionnement, sur de l'amélioration constant de Sequoia à l'intérieur. Alors pour l'instant, je pense que j'ai sorti une grande majorité d'outils, entre le Sequoia TV, tu sais, ouais, c'est un peu le Netflix de l'investissement tout où en à fin de compte, fait, je j'ai sors vu ça, ouais. plein d'épisodes d'analyse où les gens ils cliquent dessus et ils apprennent à analyser des actions. Tout comme des séries, des épisodes Netflix. Et il y a ça, il y a le tracker, il y a le détecteur que je vais sortir là prochainement, il y a de nouvelles vidéos là que j'ai sorties. Donc en fait, tout ça, tu vois, ça enrichit plutôt le contenu de Sequoia. Je suis beaucoup braqué là-dessus. J'ai envie de me lancer un peu plus sur YouTube à l'heure actuelle. Je sais que j'ai Ouais, sorti une formation gratuite là récemment, ouais, j'ai mais vu ça, ouais. j'aimerais m'étendre un peu plus ouais, sur YouTube parce que les gens ils accrochent beaucoup plus longtemps en gros sur une vidéo YouTube que sur un post Instagram qui dure Tout à fait, ouais. la durée de vie d'un post Instagram, c'est très très court, hein. C'est une semaine, voire même pas, 72 heures, un truc comme ça, hein. Même si C'est des fois j'ai clair. des posts qui remontent, parce que des fois je vois des posts qui remontent avec des j'aime, je fais oh, c'est bizarre, ça remonte quand Ouais. même. Mais Bah, en fait, pour voilà. YouTube, de ce que je vois à terme, c'est que tu auras après, ça dépend de ta stratégie, évidemment. C'est une stratégie full SEO, ça sera plus simple d'avoir des vidéos qui vont durer dans le temps. J'en Mm, ai quelques-unes, review de Bourse Direct, review de Trade Republic. J'ai fait quelques formations offertes, comment analyser une action, comment analyser un ETF, qui font des vues même après des mois et des mois de publication. mm, Mais par contre, si tu sors vraiment une vidéo plus virale, dans le sens, soit une analyse, tu vois, quelque chose qui est daté dans le temps, une analyse, pour moi, c'est viable jusqu'à 5 mois. Enfin, évidemment, la personne qui regarde, tu vois, qui va avoir son avis, il va regarder si c'est passé peut-être il y a 5 mois, il va avoir un avis, sauf qu'il va devoir la refaire quoi qu'il arrive. Donc, une analyse, c'est viable un mois, on va dire, et encore, il faut toujours la refaire avant de faire son achat, mais ça va pas durer dans le temps. Et si tu sors une autre vidéo virale, comme il y en a plein qui sortent, dans le sens comment les 3 meilleures actions, tu vois, achetées en 2023, des choses comme ça aura du mal à rester dans le temps. Et ça, parfois, ça peut se comparer à un post Instagram. Ça va rester
façon plus longtemps, mais il faut aussi trouver le juste milieu, je trouve, entre la vidéo qui va pouvoir durer assez longtemps, surtout que nous, on parle de quelque chose d'éphémère, hein, sauf si tu parles d'analyse de TFO, ça change pas grand-chose. Mais si tu parles d'une stratégie, si tu parles d'une condition de marché, c'est beaucoup plus éphémère. Donc, c'est vrai que trouver le juste milieu entre les deux, c'est important. Mais c'est pour ça que je me suis lancé aussi sur YouTube plutôt qu'Instagram, parce que moi, je trouve que ça Mm. développe plus ma créativité. Tu vois, tu as le montage, donc tu fais ta créativité. Tu as la miniature où tu fais ta créativité. Tu as le script où tu crées comme tu le souhaites. Donc ça, déjà, ça joue beaucoup. Et surtout, j'ai l'impression que notre audience s'accroche beaucoup plus à YouTube qu'aux autres formats parce que tu peux faire passer une idée, tu peux transmettre la valeur concrètement dans une vidéo, ce qui est Mm. peut-être plus compliqué si tu veux rentrer dans du technique sur Instagram. Après, là-dessus, tu es plus calé que moi. Donc, peut-être que tu as une stratégie d'ailleurs pour réussir à délivrer beaucoup de valeur en si peu de temps, on va dire, et si peu de temps d'attention surtout. Juste petite question avant de Ouais. rebondir sur la tienne. Tu délègues, toi, tes montages sur YouTube? Pour le moment, non, j'ai la stratégie de faire tout moi-même. Pourquoi? Parce qu'au moins, je sais ce que je veux, je sais comment ça fonctionne et ça t'évite dans le business de soit te faire avoir, soit d'avancer beaucoup moins vite. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que non seulement parce que j'adore ça et parce que j'ai Mm. voulu apprendre par moi-même, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et ça me tenait à cœur. Ça permet de développer mon propre style. Et je parlais de ça à un ami il n'y a pas longtemps, c'est que il me demandait si je déléguais le montage ou autre, et si lui, parce qu'il voulait lancer une chaîne YouTube, est-ce qu'il doit directement déléguer le montage? Mm. Le Mm. problème, c'est que je dirais non. Pourquoi? Parce que non seulement la personne, si tu en contactes qu'un, il va te taper des tarifs élevés, tu sauras même pas s'il fait du bon travail ou non. Deuxièmement, tu pourras pas apporter ton propre style. Et surtout, le problème, c'est que si ce monteur-là part, c'est un style qui part avec. Mm. C'est-à-dire que tu peux pas, entre guillemets, faire un process avec, bah, tiens, quand on change de partie, tu fais tel format pour que ça soit reconnaissant, tu mets tel b-roll, par exemple, des choses comme ça, tu fais de telle manière des textes ou autre. Et ça, c'est le problème que j'aurais eu aussi avec. Donc là, honnêtement, je gère tout moi-même. Je vais penser à déléguer plutôt dans 2024 peut-être. Pas encore sûr, mais je préfère réinvestir dans le matos, la qualité, Mm. qu'investir dans une équipe parce que j'ai le temps et j'arrive à très bien m'organiser pour sortir un rythme de vidéo parce que je sors quand même à l'heure actuelle 3 vidéos par semaine, un podcast de vidéos classiques, sans compter du coup tout ce qui est le live du dimanche. Donc ça fait une vidéo en plus théoriquement. Mais voilà, donc non, pour répondre à ta question, je ne délègue pas cette partie-là, mais c'est clairement l'objectif à terme. Mais non, pas actuellement. Mhm. Puis ensuite, oui, voilà, c'est ça aussi, c'est que le problème de déléguer, pour ceux qui débutent, c'est que ça demande de l'argent. Donc, faut déjà sortir le budget pour pouvoir percer. Mais c'est vrai que la majorité des youtubeurs, ils font ça, hein. Souvent, ils montent tout seul au début, et ensuite, voilà, ils sont une audience. Ils arrivent à monétiser sur YouTube, C'est et ça, ensuite, ouais. de par cette monétisation, Pas j'ai du facile. mal, on arrive à 1 heure, c'est pour ça. Ouais, Et bien, en fin de compte, ils arrivent à réinvestir les gains sur YouTube vers du montage. Donc, ce qui est utile par rapport à ça. Moi, j'en suis pas encore là, sur YouTube en tout cas. Mais pour revenir sur Instagram, après, la stratégie, elle est assez simple. Alors, moi, j'ai de plus en plus une stratégie d'acquisition sur Instagram. Sur l'idée des posts, il y en a. Je suis pas encore très clair sur mes stratégies. Je suis un peu. En fait, ok. j'essaie de parler je suis plutôt sur des contenus où j'apporte de la valeur, mais en même temps, des trucs qui peuvent toucher un peu tout le monde. C'est-à-dire donc qui va avoir un peu plus de portée. Parce que si tu, en fait, sur Instagram, tu as un gros souci. C'est que si tu postes des contenus trop de valeur, trop techniques, les gens ils vont pas accrocher. Il Ouais, faut être à la fois sur du technique, mais à la fois, tu vois, parler des choses, des choses du quotidien. Par exemple, tu tout vois, à ce qui fait. marche bien, c'est un peu l'épargne, tu vois. Combien est-ce que tu peux épargner par mois eh bien, ça te fait tant de gains en bourse, tu vois. Et passer sur des trucs comme ça, alors certes, c'est très synthétiseur, comme tu dis, mais par contre, ça peut éveiller la conscience des personnes. C'est-à-dire, ah ok, Tout à lui, il fait. m'intrigue avec tout ça, comment ça se fait? Bah, je vais rechercher de mon côté. Et là, ils vont s'intéresser sur la recherche à côté. Mais je trouve que rentrer directement sur des concepts de valeur. Mais de toute façon, tu regardes sur YouTube, enfin sur Instagram, c'est tout le temps pareil, les réels qui fonctionnent. Moi, les réels qui fonctionnent pas, c'est quand je parle techniquement de la bourse. Qu'est-ce qu'un Ouais, ETF? Tout le monde s'en fout. Les 5 commandements à respecter pour gagner en bourse, tout le monde s'en fout. Mais par contre, dès que tu commences à croiser un petit peu des choses de la vie quotidienne avec l'investissement, là, ça peut fonctionner.
Par Ouais, exemple, tout comment à gagner fait. 1 000 € en plus sur son salaire, tu vois? Là, ça peut peut-être éveiller, comment ça se Ouais, fait c'est gagner 1 000 ça. €? Ou je Mais crois que moi malheureusement, ouais, c j'avais fait c comment gagner un iPhone gratuit, tous les voilà, ans, tu vois, en parlant des dividendes d'Apple et je crois que ça avait bien marché ça. Mais, faut toujours trouver, c'est clair, mais c'est difficile. l'accroche un peu sexy, en fait, Mmh, pour les ramener vers une vidéo plus longue et s'intéresser, un peu plus. Mais tout à fait. Puis l'avantage un peu pour revenir aussi à la monétisation YouTube, c'est que nous, on est la niche qui paye le plus, mais aussi ça a contrebalancé sur le fait qu'il y ait moins de monde qui s'y intéresse. mmh, Mais, sur Instagram aussi, c'est pour ça que je suis pas forcément resté sur des posts. Maintenant, je fais plus pour du personal brand, mmh, c'est-à-dire que je mets soit des stories où tu vois, j'essaye, ça j'ai du mal, j'avoue, mais j'essaie de «vloguer ma vie» entre guillemets, enfin dans le sens, c'est partager un petit moment, montrer, que je reste humain après tout, qu'il y a quelqu'un derrière. Je mets que des posts de moi, des photos de moi, tu vois? Je prends un peu exemple là-dessus sur Christopher Wangen que j'aime beaucoup en termes de personal brand qu'il utilise. C'est surtout tu achètes sa personne plutôt qu'une entreprise derrière mmh. et ça, c'est vrai que j'aime bien. Mais c'est clair que le désavantage d'Instagram, c'est que tu vas toucher beaucoup de monde et moins peut-être du monde un peu moins qualifié, quand ça sort en tout cas du reach de ton audience, ça c'est clair et Mmh. net. Oui, par contre, voilà, c'est ça. C'est que si tu commences à toucher des vidéos beaucoup plus larges qui vont toucher un peu plus de monde, les abonnés ne sont pas forcément plus qualifiés, tu vois? Oui, certes, ils vont s'abonner parce qu'ils ont bien aimé, ce que tu as dit à un moment donné, mais est-ce qu'ils vont passer à l'action à un moment donné? Peut-être pas. Et sur C'est YouTube, par ça, contre, tu vois, c'est que sur YouTube, c'est vraiment des personnes qui vont un peu plus s'intéresser à du contenu long. Qui vont pas forcément être sur de l'émotivité, sur un pic de dopamine. «Attends, lui, il m'a dit quelque chose que j'aimais pas, je vais m'abonner» et en fin de c'est compte, 2 ça, semaines après, le pic, il est redescendu, lui, il m'emmerde et puis je vais me désabonner, tu vois? On cherche c'est vraiment à clair. essayer de pérenniser une audience. Pour pérenniser une audience, ouais, moi, je trouve que les contenus longs sont un peu plus intéressants. Podcast, YouTube, que Instagram. Mais oui, pour revenir par rapport au personal branding, c'est ce que j'ai voulu faire avec Sequoia. Bon, à travers l'image de marque, sauf que moi, le problème, c'est que j'aime pas trop parler de moi. Donc en fait, tu vois, Ouais, c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu paradoxal, mais oui, pour construire un univers et puis pour que la personne s'attache à toi, c'est bien aussi de parler de toi et puis pourquoi? Parce qu'ils peuvent, connecter un petit peu, eux, ce qu'ils vivent dans leur vie et puis toi, tu vois? Et puis dès qu'ils trouvent un lien tout à entre les fait. 2, bah, ils peuvent s'attacher à ton contenu. Bah, c'est le parti que j'ai pris avec YouTube. Tu vois, au début, je me Mmh, suis dit: «Comment je me mets? Est-ce que je fais juste de la valeur en mode», tu sais, il y a des chaînes comme ça où ils analysent que des actions, toutes leurs vidéos, c'est que de l'analyse d'actions. ouais. Est-ce que je fais le lifestyle Dubaï, en mode Yomi Denzel, les 7 meilleurs revenus, je dis pas que c'est mauvais, attention, parce qu'au moins ça permet enfin de désacraliser l'entrepreneuriat pour les Français qui ont encore C'est du mal à plus comprendre qu'on difficile peut de le se faire en lancer. bourse, en fait. Mais voilà et quel parti j'ai pris en fait et là j'ai trouvé peut-être une brèche qui est pas trop utilisée en bourse, c'est le parti, tu sais, on a souvent un unfair advantage. Par exemple, je parlais, le dernier podcast que j'ai tourné, mais qui est sorti, qui est celui qui est sorti juste avant le tien, à l'heure où il sortira. C'est un fiscaliste qui est sur YouTube, qui parle aussi d'expatriation. Quel est son unfair advantage? C'est d'avoir fait du droit, de la fiscalité et d'être dans le juridique et d'avoir toutes ces connaissances. Toi, je dis n'importe quoi, peut-être que ton unfair advantage en bourse, c'est peut-être pas le cas, mais c'est, d'avoir, 10 000 €, tu vois, d'outils d'analyse et de pouvoir aller extrêmement, précis là-dedans. Moi, quel va être? J'ai pas 1 million d'euros de placés encore actuellement, malheureusement. C'est plutôt d'être jeune, d'avoir toute la vie à comprendre, c'est-à-dire que je n'ai pas enfin, il faut que j'apprenne à investir, il faut que je développe ce patrimoine, il faut que j'arrive à gérer mes premiers salaires et cetera. Donc, quel parti je prends? Eh bien, simplement de commencer à documenter ce parcours-là. L'objectif, tu vois, c'est pour ça que je sors une série qui s'appelle Le Million, et c'est d'essayer de documenter ce parcours-là à long terme sur comment je vais essayer d'atteindre le 1 000 000 d'euros en partageant mes investissements, mes échecs, mon patrimoine avec le temps. Et du coup, non pas de me positionner en tant qu'expert, mais me positionner en tant que personne qui va apprendre, qui va aider les personnes qui sont un chapitre en dessous de lui ou plus, et pouvoir se rattacher à lui parce qu'il n'investit pas 15 000 € quand moi j'ai que 200 € à investir par mois. Il n'a pas 100 000 € qui lui reverse déjà 40 000 €, enfin non, quand même pas, mais qui lui verse 4 000 € de dividendes par an pour l'aider à réinvestir. Ça, c'est le parti que j'ai pris et une sorte d'unfair advantage en le sens où je suis jeune et les gens vont plus facilement s'accrocher à moi, une personne qui a déjà 1 million sur son compte. Et évidemment, la cible va avec. C'est ça. Alors oui, par rapport à l'unfair advantage, moi, je me vois plus, tu vois, sur le gentil enseignant.
Tu vois? C'est-à-dire C'est que, ça, ouais. de par mon passé, les gens se sont peut-être rassurés, je sais pas, tu vois? Mais, de par quelqu'un qui a déjà enseigné à des élèves, alors tu vois, c'est pas du tout la même chose, hein. Mais je pars du constat qu'apprendre, n'importe quelle compétence à des personnes, ça s'apprend et que ça soit dans n'importe quel domaine d'activité. Et moi, c'était sur, ma discipline, c'était l'EPS, donc pour OK. éducation physique et sportive. Et je pense que savoir transmettre, ouais, des connaissances, c'est une compétence aussi à développer de par les formateurs. Et moi, je pars du principe que je suis capable de le faire. Avec mes années d'études, avec ce que j'ai compris sur l'apprentissage, je suis capable, je pense, de bien transmettre mes connaissances. Ouais, c'est clair. C'est important de savoir son notre fair advantage et en bourse également. C'est important de Ah comprendre oui, le en notre bourse fair encore advantage plus, des ouais. entreprises et d'ailleurs, j'aurais une petite question avant la question finale que je pose à tous les invités. C'est, quelle, opportunité tu vois peut-être actuellement en bourse? Que ça soit court, moyen, long terme, peu importe? Alors moi, je trouve que l'opportunité peut se jouer maintenant. Alors, en fait, si tu veux, en ce moment, on a un marché qui se contracte totalement, c'est-à-dire qu'on a une baisse du S&P 500 depuis pas mal de mois là, qui stagne beaucoup. Alors depuis le 1er Tout à janvier, fait. on est en positif, mais si on prend depuis, 2023, si on prend depuis 2022 et cetera, on baisse, quoi. C'est Et ça. il y a certaines valeurs, ouais, qui commencent à être vraiment, vraiment intéressantes en termes de décote. Comme par exemple, on peut le voir sur Rate Income, toutes les rates commencent à prendre extrêmement Ouais, cher. Pourquoi? Bah, tout à parce fait. qu'avec la hausse des taux d'intérêt, forcément le marché immobilier, il tourne au ralenti, donc ça peut faire peur pour certains. Mais ça, les taux d'intérêt, c'est passager. Oui, ça va impacter des sociétés d'ici les prochaines années, ça c'est sûr. On risque d'avoir des prochaines années, pour moi, je pense, qui vont être, compliquées. Les meilleures boîtes vont survivre, celles qui sont endettées, qui ont certaines difficultés, vont voir leurs dividendes coupés, comme on peut le voir et cetera. Et pour moi, ouais, je pense qu'il y a des opportunités à jouer dans les marchés baissiers. Après, je dis pas qu'il faut absolument investir maintenant, 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 mais en Tout à tout fait. cas, il faut commencer, peut-être à s'intéresser sur certaines valeurs. Parce que ouais, il y a des décotes, qui commencent à se faire, tu vois? Tu vois, il y a des même sur LVMH, tu vois, elle a atteint un plus haut à 900, 900 €, là, elle est redescendue à 715 €, tu vois? Ouais, BlackRock a fait la même aussi, des BlackRock choses a comme fait la ça. même. Alors, il faut savoir que toutes les entreprises, financières prennent très, très cher. Ouais, ça c'est Dans mon cyclique après, portefeuille, faut je le savoir. sens parce que dans mon portefeuille, j'ai de très grosses valeurs, bancaires et qui sont stables, hein. Tu BlackRock, Ouais, JP Morgan, tu en as d'autres qui sont très, très bonnes, mais qui baissent. Pareil, Warren Buffett, crois-moi qu'il a pris très cher parce qu'avec, ouais. Ali, je sais pas si tu connais Ali Financial? Non, ça me dit rien. Il l'avait acheté parce que j'avais vu, tu vois, son portefeuille qui est disponible sur Dataroma. Tout à fait, ouais. J'avais regardé, il l'avait acheté à 44, un truc comme ça. 44, on prend Ali Financial maintenant, elle est à 25 quoi. Donc en fait, il a perdu 50 sur sa position, quoi. Ouais, Donc en fait, tu te dis: «Est-ce qu'il va vendre? Est-ce qu'il va commencer à paniquer?» Bah, faut prendre le contexte économique derrière. C'est-à-dire qu'il c'est y a un ça. contexte de resserrement, des taux, l'argent gratuit, c'est terminé comme on l'avait imprimé il y a pas mal d'années. Donc à voir maintenant comment les marchés vont réagir. Mais en tout cas, c'est dans ces périodes-là qu'on va apprendre beaucoup, je pense. On se remet beaucoup en question, on ajuste nos stratégies. C'est ce que je fais à l'heure actuelle, hein. Je dis pas que je gagne tout le temps de l'argent. Même là, je perds de l'argent, oui, sur certaines boîtes. Il y a de très bonnes boîtes qui continuent de prospérer, mais il y a des moins-values dans mon portefeuille qui commencent à être violentes, quoi. Et si on veut Ouais, pas se prendre la tête sur ça, eh bien, on prend des ETF et puis les ETF, on perd 10%, 15%. Voilà, c'est minime quoi c'est ça, une fois tout à qu'on est fait. passé par là, je pense que 10-15% ça va, tu vois? Quand tu perds, Oui. 60%, 50% sur une valeur, bah, ça commence à faire mal. Ouais, c'est clair. Bah, tu m'as coupé l'herbe sur le pied au niveau des rates. Là, c'est ce que j'analyse aussi en ce moment et ce qui est intéressant, c'est que le marché les vende, en fait, parce que, bah, comme tu le disais, les taux d'intérêt, sauf que ça m'étonnerait qu'on garde des taux d'intérêt 5 pour, les Mmh, 5 prochaines années encore. La Fed a estimé, de ce que j'avais vu, essayer de baisser un tout petit peu et de maintenir vers les 5 en mmh, 2024 et donc forcément, on peut estimer que les entreprises qui sont solides et qui seront encore là d'ici, une baisse plus autour des 2-3 si on revoit ces eaux-là, on peut aller facilement, réatteindre des ATH, donc les plus hauts de ces actions-là assez facilement. Mais c'est clair, c'est comme tu le disais, au final, c'est juste la patience et si tu prends un marché baissier et que tu sais trouver encore une fois les causes intrinsèques ou externes des entreprises et de leur baisse,
ça peut totalement jouer en Bah, ta faveur ou en ta défaveur. ce qui est intéressant comme exercice à faire du coup, c'est on n'a pas eu c'est pas la première hausse des taux. On a déjà eu des hausses des taux qui étaient beaucoup plus violentes et cetera, avec des taux d'inflation plus hauts aussi. C'est ce qui est intéressant de voir, c'est de voir les entreprises dans lesquelles vous avez investi, comment est-ce qu'elles ont réagi, tu vois, pendant ces périodes-là? Est-ce qu'elles ont maintenu leurs dividendes? Est-ce qu'elles ont continué à augmenter leur cash? Et cetera, et cetera. Tu prends 3M. 3M, elle a traversé des périodes Ouais. économiques qui étaient très très difficiles, même avant, hein. Donc, et puis elle verse des dividendes depuis plus de 60 ans, hein, maintenant, 3M. Donc tu te dis, attends, comment ça fait qu'elle a réussi à augmenter son dividende depuis tant d'années et puis à rester même à l'heure actuelle? Alors peut-être qu'elle va couper son dividende prochainement, on ne sait pas. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses, c'est un exercice à faire, c'est-à-dire est-ce que les entreprises que vous avez, comment est-ce qu'elles ont réagi lors de la bulle d'internet, lors de la crise des subprimes, etc., même encore avant, quoi, en 1970, etc. C'est intéressant de voir la réaction de ces boîtes avec ça, quoi. C'est clair. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui panique, tu sais, ils font leur analyse, tout est, comme tu le disais, hein, par exemple, avec l'action que tu avais analysée, que pour toi tout est OK, mais le marché, va à l'inverse de ce que toi tu estimes comme une valeur intrinsèque ou comme analyse. Mais le problème, c'est que les gens investissent dessus, ils voient, je dis n'importe quoi, 5 mois, 1 an après que la valeur elle est à -10, -20 et ils osent pas réinvestir dessus. C'est ça, c'est une chose qui est compliquée en bourse aussi, mais si Mm. tu estimes que ton analyse est juste aussi, c'est parfois savoir renforcer ces positions-là qui ont perdu. Et ça, c'est des choses importantes. Par exemple, Multi-Income, tu vois, je sais que là, c'est l'année et les mois qui viennent, je vais la renforcer un petit peu. Parce que pour moi, je crois en ces entreprises-là. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, c'est que mon portefeuille personnel, mais c'est quelque chose qui me semble important de savoir faire. C'est même si l'entreprise est en train de perdre, c'est savoir continuer à investir dessus, même si, attention, il ne faut pas continuer d'arroser les plantes mortes et laisser mourir Mm. les fleurs qui sont toutes belles, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile en fin de compte de savoir jauger les deux, lesquels on C'est doit ça. couper et lesquels on doit arroser. Et souvent, en fin de compte, les investisseurs, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les bonnes, ils prennent les gains sur les bonnes et ils laissent tourner Ouais, ça, les, c'est le problème, et ils ça. renforcent les moins. Je trouve que c'est pas une bonne chose à faire sans conseiller d'investissement. C'est bien de renforcer aussi vos gains. Et puis voilà, quoi, de croire surtout en votre stratégie, quoi. C'est surtout C'est important. C'est ça. ça, en fait, qu'il faut. C'est vraiment établir une stratégie parce que si on va à l'aveugle, c'est vrai qu'on peut prendre peur et on peut retirer assez vite, quoi. Tout à fait. Beh, écoute, excellent. J'ai une petite question que je pose à tous les invités en fin de podcast. C'est quelle est ta recommandation, du coup, à mon audience ou l'audience qui nous regarde, peut-être des nouveaux, au niveau de la bourse de ton côté? Ça peut être une recommandation pour ceux qui ont déjà investi, pour ceux qui s'y intéressent seulement maintenant. Je te laisse carte blanche là-dessus. Une recommandation? C'est-à-dire quel type de Ouais, recommandation? pas d'investissement, mais de, je sais pas, de soit une recommandation, d'apprentissage, de connaissance, un livre, ça peut être une recommandation de plan d'action ou d'une chose à mettre en place, dans son quotidien, peu importe honnêtement. Mmh. C'est Bah, pas je une pense recommandation d'investissement évidemment. Mmh. Bah, après, je pense que oui, ça peut tourner, que ça soit, investissement ou même dans la vie en général. Je pense qu'il faut déjà bien, fixer ses objectifs. Il faut bien définir ses objectifs. Parce que souvent, quand on commence à investir en bourse, c'est-à-dire on n'a pas une vision très claire de ce qu'on veut avoir d'ici 10, 20 ans. Et l'objectif, ça permet vraiment d'avoir une boussole en fin de compte dans notre main et de s'aiguiller vers un chemin qui est clairement défini. Parce que les études l'ont montré, hein, quand on y va à tâtonnement, on ne sait pas trop où on va, on se dit ça va le faire, on ne sait pas trop. Bah, en termes d'autodétermination, intrinsèquement, la motivation intrinsèque, elle baisse, quoi. Et donc, dès lors qu'on a bien défini un objectif avec bien ce qu'on souhaite atteindre, là, on peut vraiment atteindre de belles choses. Ça paraît bateau dit comme ça, mais c'est vrai que mettre sur papier en face de vous, en face de votre bureau: «J'investis pour aider mon fils dans ses études supérieures une fois qu'il aura 18 ans», et ben, vous pouvez commencer à investir dès sa naissance. Sur votre PEA, vous commencez à créer, pourquoi pas, je sais pas, une petite ligne d'ETF où vous mettez 100 €, 100 € par mois dessus, je sais pas, et puis vous faites fructifier ce capital au lieu de le laisser dormir sur votre compte bancaire, de faire un deuxième compte marqué aide pour un tel, pour ses études. Vous pouvez faire des choses formidables avec l'investissement, mais autant bien se former et c'est savoir où on va. Donc, moi, c'est vrai, le petit tips, peut-être mettre votre objectif en face de vous. Et d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, je veux que ça soit comme ça. Et après, à vous de faire aussi
le bon choix, de bien vous former avec les bonnes connaissances. Ça, c'est aussi très important pour pouvoir atteindre tes objectifs parce que l'objectif sera pas facile à atteindre. C'est clair, bah, c'est une bonne recommandation et c'est vrai que niveau de l'objectif, c'est important de le mettre en place, de savoir vers quoi on va, sinon on ne tiendra jamais. Comme en bourse, hein, qui va investir et mettre de l'argent dans le vide pendant 40 ans si tu ne vois pas au bout une autonomie financière ou autre? C'est assez compliqué et pareil avec le business ou autre. Donc c'est très bonne recommandation. Beh, Au plaisir écoute, en tout cas d'avoir pu partager cette recommandation. pas de souci. Beh, écoute, au plaisir de mon côté d'avoir pu, du coup, échanger avec toi sur le podcast. C'était super sympa et au moins on aura pu un peu voir, les 2 points de vue aussi au niveau de la bourse, un peu business aussi, donc c'était assez intéressant. Merci à toi, Sony. Bah, merci à toi Maxime pour ton invitation et puis, à très bientôt. À très bientôt avec plaisir. Ciao.